travailler plus pour les 5 prochaines années que pour les 2 prochaines semaines. Tout objectif flou mène à une connerie précise. Toute vision floue mène à des conneries précises. Qui suis-je? Mission, vision, valeur. Autant vous donner d'emblée l'alliage parfait de l'efficience, l'intelligence, couplée à la paresse. Donc, si vous êtes et intelligent et paresseux, c'est une excellente nouvelle. Vous chercherez toujours la ligne la plus droite, la plus courte. C'est important de se dire « je peux pas réussir tout seul ». Je sais qu'on dit « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », piveuser, ineptie, seul on va moins vite, seul on va moins loin. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Fabien Delahaut. Alors, bonjour Fabien. Bonjour Fabio. Comment vas-tu? Fantastique. Écoute Fabien, c'est vraiment un plaisir et un honneur, je viens de le dire pour moi, de t'avoir dans mon podcast. Fabien, pour ceux qui ne te connaissent pas, Fabien, il coach et il est la Eagle Academy, il est fondateur de la Eagle Academy. Pour ma part, c'est une école de formation que j'ai suivie pendant mon activité, donc jusqu'en 2018. Enfin, je l'ai suivi même plus tard et après 2018, mais en tout cas, ça a été totalement révélateur et game changer dans mon business. Et ça me tenait vraiment à cœur aujourd'hui de parler, de discuter avec toi, de partager en fait tes connaissances, tes skills avec mon audience. Donc Fabien, il n'y a personne mieux que toi qui peut te présenter. Donc je vais te laisser te présenter en quelques mots qui tu es et ce que tu fais. En quelques mots, moi, ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est de rencontrer des personnes et de découvrir leurs histoires, leurs aspirations, leurs frustrations aussi, et de les élever. Donc de m'élever pour pouvoir élever les autres, d'élever les autres pour pouvoir m'élever. Il apparaît que le plus souvent, c'est dans le cadre du business, puisque j'en ai fait un métier, mais ça peut être tous horizons. Moi, vraiment, mon grand kiff, c'est la rencontre. Et même quand je pars en vacances, les paysages m'intéressent moins que les personnes. Quant au parcours classique, puisque souvent quand on dit « présente-toi », on attend un parcours classique, eh bien, j'ai étudié la philosophie à l'Université libre de Bruxelles. J'ai un MBA, Master of Business Administration de Solvay, de la Solvay Brussels School, et je suis chanteur, acteur. Alors, on peut penser que ça n'a rien à voir, mais en réalité, quand on réunit toutes ces casquettes, ça donne une couleur particulière, même au niveau du business, un regard particulier, et on en parlera sans doute. Pour réussir dans le business, c'est très intéressant d'avoir un regard différent, de poser un regard différent sur le monde. Très bien, très belle présentation. Et du coup, tout ça t'a amené, entre autres, à lancer donc, la Eagle Academy. Et c'est surtout à travers la Eagle Academy qu'on te connaît aujourd'hui. Au-delà, évidemment, de tes talents de chanteur, d'acteur, comme tu l'as si bien dit. Du coup, parle-nous un petit peu de la Eagle Academy. C'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? La Eagle Academy, c'est d'abord une académie avec des niveaux. Donc, il y a un premier niveau qui est Marketing Mastery Destination Profit, qui est le programme le plus complet qui vraiment permet aux entrepreneurs, donc j'entends indépendants, patrons de TPE, PME, de surfer sur les matières clés. Je pense au marketing, à la stratégie, bien sûr à la gestion de soi dans le temps, parce que si je me gère mal dans le temps, je ne peux pas actionner les stratégies puisque je n'en ai pas les ressources. La vente aussi, le copywriting. Et puis, il y a d'autres niveaux, des masterminds, des formations, car chez nous, ce sont des formations. Il faut impérativement que les aigles se mettent en action sur des thématiques extrêmement spécifiques. Pourquoi je l'ai appelé Académie? Parce que je suis licencié en philosophie et évidemment influencé par Platon et son académie et Aristote et son lycée. Et puis pourquoi les aigles? Parce que l'aigle est une métaphore fabuleuse pour nous. Il est à distance, c'est ce qui manque à la plupart des entrepreneurs. Comme tu le sais, toi, tu parviens à te mettre à distance, mais tu es un ovni dans le monde des TPE, des PME. Et la plupart n'ont pas cette capacité. Et quand tu te dénommes aigle, ça
ça peut t'aider, puisque tu nommes autrement qui tu es, à te dire, en fait, oui, je dois être à distance de la chose pour avoir une vue globale, et l'aigle peut aussi exercer un focus, ce qui est extrêmement rare, hein. C'est aussi le seul, d'ailleurs, à être capable de regarder le soleil en face. Bref, tout ça m'intéresse au plus haut point. La triple promesse de la Eagle Academy, pour être extrêmement concret, pragmatique, c'est de permettre aux aigles de travailler moins, en travaillant mieux, en étant beaucoup plus efficient. Et je dis bien efficient et pas efficace, c'est-à-dire mieux utiliser les ressources, gagner plus, évidemment. Et quand je dis gagner plus, je songe au profit, et pas seulement au profit financier, mais aussi au fait de simplement profiter de la vie. Et c'est la promesse la plus difficile à tenir, je le confesse, avoir une entreprise à terme vendable. Et j'en suis la preuve formelle parce que j'ai été, je le suis encore, un élève, un bon consommateur des programmes de formation de la Eagle Academy. C'est vrai que j'ai commencé effectivement par le Mastery Marketing Destination Marketing, je confonds tout le temps, Marketing Mastery Destination Profit, et puis j'ai suivi un tas d'autres programmes. Et effectivement, je confirme et je valide que, voilà, à l'époque, j'avais mon agence de communication, l'imprimerie, tu te souviens, le bar à pub, à Mons, donc en Belgique, où en fait, finalement, on était actif dans tout ce qui était communication marketing, moi-même autodidacte, donc n'ayant jamais fait vraiment de cours ni de formation là-dessus. Et puis, à travers tes programmes, j'ai en fait appris énormément de bases, des choses que forcément, j'ai pas pu connaître à l'école parce que j'ai, encore une fois, pas suivi de cours là-dessus. Et du coup, ça m'a appris un tas de compétences, un tas de choses que j'ai pu mettre en pratique dans ma boîte, au profit de mes clients parfois, et donc du coup ça a été totalement révélateur. Et puis ensuite en est venu les autres programmes de la Eagle Academy, notamment une formation que tu ne donnes plus aujourd'hui sur comment bien structurer son entreprise, poser les chiffres, les analyser, et en fait c'est ce qui à terme m'a permis de pouvoir rendre ma boîte vendable, et donc effectivement prendre beaucoup de hauteur sur mon entreprise pour prendre des décisions qui ont été très, très, très stratégiques. Chose que, en fait, on n'avait pas conscience auparavant. On n'en a pas la connaissance. En fait, on pense savoir, mais on ne sait pas. On pense qu'on sait, mais on ne sait pas. Et du coup, c'est vrai que quand tu prends conscience de ça, après, tu travailles différemment. Alors, encore faut-il pouvoir mettre en pratique ce qu'on apprend. Parce qu'il y a énormément de gens, hélas, qui écoutent, qui achètent des formations, qui payent des formations, qui achètent des livres, mais qui ne vont pas plus loin que la 3e page. Et les livres, ils restent en décoration sur une bibliothèque. Et aujourd'hui, je pense que tu es mieux placé que moi pour le dire. Il y a des gens qui vont suivre des formations, ils vont les resuivre et encore les resuivre, mais finalement, ils mettent jamais en pratique. Et ça, c'est le problème. Et je pense qu'on va pouvoir en parler aussi un petit peu après. Et donc, moi, j'ai fait partie de ceux qui, tu sais, tu te souviens, Fabien, pour l'anecdote, moi, je participais avec ma femme, Céline, parce qu'elle me suit partout. Je participais à tes formations. Et pendant les pauses, tu te rappelles, je ne sortais pas prendre mon cake et mon café. Je restais dans la salle avec mon PC portable pour mettre en pratique tout de suite. Parce qu'il y avait tellement de valeurs, tellement de choses que tu apportais heure par heure que je ne pouvais pas attendre fin de journée. En fait, la vérité, c'est que tu étais là en train de parler. Je me rongeais les ongles parce que j'attendais la pause, parce que je voulais vite le mettre en pratique, tu vois. Parce que j'étais excité, parce que je savais. Voilà, alors j'ai cette faculté de pouvoir mettre en pratique les choses vite, parce que je maîtrise les compétences techniques, informatiques, donc j'en suis bien conscient, ça aide, et c'est pas à porter tout le monde, mais bon, voilà. Donc jusqu'à ce que j'ai vendu ma boîte en 2018, ça a été, encore une fois, je l'ai dit, révélateur, parce que ça m'a permis de poser des chiffres, structurer, cadrer, mettre des processus, faire un tas de choses. Et puis, j'ai continué après ma vente dans le mastermind à suivre le programme des mastermind des aigles avec les autres aigles, comme tu les appelles, parce qu'il faut savoir que les participants de l'Académie, on les appelle des aigles. Et donc, voilà. Donc, je valide que la Eagle Academy peut apporter gros à n'importe quel type d'entreprise, d'entrepreneur, qui soit débutant ou qui soit déjà niveau avancé. En tout cas, ça amène énormément de choses positives. Donc, encore une fois, merci Fabien. Et c'est vraiment pour ça que ça me tenait à cœur de pouvoir partager ça avec l'audience, parce qu'on sous-estime parfois, on n'a pas vraiment conscience de ce que peuvent apporter les formations, encore une fois, pour autant qu'on les met en pratique. Et donc, voilà, j'en suis la preuve et on va parler de tout ça aujourd'hui. Donc, Fabien, rentrons du coup dans le vif du sujet.
J'avais envie, à travers ce podcast, d'amener un angle différent, de changer un petit peu le format, d'amener ça en forme de masterclass. Et Oui. donc de pouvoir amener des conseils, amener vraiment des tips à haute valeur ajoutée qui soient faciles et rapides à mettre en pratique chez un entrepreneur qui commence ou un entrepreneur avancé, finalement des skills, des tips qui vont être accessibles à tout le monde. Mhm. Peut-être même à une personne qui est encore salariée et qui veut se lancer en tant qu'entrepreneur, qui veut lancer son propre business pour devenir libre et indépendant. Donc du coup, on va appeler cet épisode, peut-être, pourquoi pas, si tu l'acceptes, les 10 commandements de Legal Academy Passion. Tu vois, autant s'amuser. Voilà Fabien, donc je vais te laisser la parole. Et puis moi, on va échanger ça sous forme de discussion. D'accord. Et étant donné que j'ai mis en pratique énormément des conseils et des formations que tu as apportés, peut-être que je vais pouvoir apporter des exemples concrets afin que l'audience puisse se projeter et réfléchir plus facilement à comment elle peut mettre ça en pratique dans ce quotidien, dans sa vie, qu'elle soit privée ou professionnelle, et inévitablement dans son business. Fabien, D'accord. la parole est à toi. Hmm. Déjà, un constat que je fais au quotidien quand je rencontre des entrepreneurs, c'est qu'ils se focalisent sur leur corps de métier. Bon, mettons un menuisier, s'il suit des formations, ce sera pour être un meilleur menuisier. Mais tout ce qui est relatif à l'entrepreneuriat, qui en réalité est son vrai métier, Mhm. plus que la menuiserie. Curieusement, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, ton métier, c'est d'être entrepreneur. C'est ça. Si tu es fleuriste, ton métier reste d'être entrepreneur. Ça peut paraître très contre-intuitif, et pourtant je suis convaincu de ce que j'avance. Et dès lors, j'ai envie de leur dire, formez-vous. Mais tu ne te formes que si tu as un ardent désir. Et là, je me réfère à un aigle admirable, Aristote en l'occurrence. On est au IVe siècle avant Jésus-Christ, il est l'élève de Platon, et Aristote dit le désir est l'unique force motrice. Or, tu es bien placé pour le savoir. Réussir comme toi, par exemple, car ton succès est spectaculaire, ce n'est pas sans sacrifice, ce n'est pas sans une énergie extraordinaire à déployer et bien d'autres ressources. Or, cette énergie, ces ressources, on ne les déploie que si on est mu par un immense désir. S'il n'y a pas cet immense désir à la base, moi je le vois dans les personnes qui suivent les formations. Tu disais, il y en a qui viennent et qui ne mettent pas en pratique, mais il y en a qui paient et qui ne viennent pas. C'est pire. Il y en a qui paient et qui ont le téléphone sur la table et qui sortent toutes les 20 minutes pour répondre à un appel, passer un appel, et t'as beau cadrer autant que tu veux. C'est des adultes, hein, donc c'est compliqué. On pourrait me dire, oh mais tonton Fabien, il n'a qu'à être beaucoup plus strict. Oui, je vous invite à tenter. C'est pas si simple. Bref, d'abord un ardent désir, et puis il faut aller chercher des compétences. Imparablement, car être un entrepreneur, c'est d'abord maîtriser une série de compétences ou, et c'est mieux encore, parce que moi, il y a des tas de compétences que je ne maîtrise pas du tout, mais je me pose la bonne question. Et la bonne question n'est pas comment faire ceci ou cela, mais qui peut le faire à ma place. Je le serine au quotidien, car pour la plupart de mes clients, c'est d'abord comment je vais faire, est-ce qu'il y a un tuto qui me permet de... Mais moi, je veux gagner du temps, je veux aller vite, et pour aller vite, autant vous donner d'emblée l'alliage parfait de l'efficience, et cet alliage parfait, c'est l'intelligence, couplé à la paresse. Donc si vous êtes et intelligent et paresseux, c'est une excellente nouvelle. Vous chercherez toujours la ligne la plus droite, la plus courte. Si vous n'êtes pas intelligent, je peux définitivement rien pour vous. Si vous n'êtes pas paresseux, ben, apprenez à le devenir. Et enfin, et puis je te laisserai la parole, peut-être aurais-je dû commencer par là. Ce qui fait réellement la différence, et plus j'avance, plus je m'en rends compte, parce que ça répond à toutes les questions que je viens de poser, c'est l'état d'esprit, on appelle ça le mindset, et on distingue, aujourd'hui même, on a des preuves scientifiques que l'état d'esprit fait la différence, qu'un Jeff Bezos, par exemple, pourquoi il a réussi à créer Amazon? Parce que lui sait, et j'ai bien dit sait, du verbe savoir, j'ai pas dit croit du verbe croire, il sait que la croissance est infinie.
cas, c'est, de notre point de vue, c'est peut-être une croyance, de son point de vue, c'est une connaissance. Et évidemment, comment imaginer qu'un homme crée Amazon en pensant que la croissance est quelque chose de fini? C'est impossible. Tu crées Amazon quand tu es convaincu que la croissance est infinie. Donc, un Jeff Bezos, un Elon Musk sont des personnes qui ont un état d'esprit growth, croissance. Et la plupart des gens que je croise ont un état d'esprit fixe. Et donc, pour le dire autrement, et de manière un peu plus claire pour ceux qui ne maîtrisent pas ce vocabulaire, les uns jouent petit bras, tandis que les autres veulent gagner la Champions League. C'est ça. C'est toujours, comme je l'ai souvent dit aussi, c'est l'art de voir grand. Oui. Voilà, La magie de voir grand, dirait Schwartz dans son excellent livre. On a souvent tendance à dire, hélas, parce que voilà, toi comme moi, aujourd'hui, on vit en Belgique. On le sait, la Belgique, c'est un petit pays Oui. avec des petites communes. Et donc, malheureusement, comme on est dans ce petit pays, on a souvent tendance à voir petit, à se fixer des petits objectifs, Oui. alors que, comme tu l'as dit, des Jeff Bezos ou des Elon Musk, qui sont dans des grands pays avec des grandes ambitions, et en fait, ils voient plus grande que le monde, que n'importe qui, ils arrivent à faire des choses très très grandes. Et c'est ça aujourd'hui, hélas, chez nous, et j'en ai été, et j'en suis, et je pense qu'autour de la table, on l'est tous encore victimes de temps en temps, parce qu'on est, en fait, on est comme ça... on est pris par notre petit pays avec nos petites mentalités, tout ce petit. D'ailleurs, souvent on entend les entrepreneurs, je vais lancer un petit business. Petit business. J'ai une petite idée sympa. Mais non, pourquoi tu vas lancer un petit business? Déjà, tu te limites en le disant. Pourquoi tu vas pas lancer un grand projet? Pourquoi ton projet doit être petit? Tu vois? Et donc, comment on dit, visons la lune, on atteindra peut-être les étoiles. Tu vois, donc effectivement, l'art de voir grand, c'est quelque chose qui est compliqué, mais auquel il faut vraiment s'y tenir. Et alors, pour en revenir à ce premier commandement, effectivement, c'est vrai qu'on a souvent tendance à voir que l'entrepreneur, peu importe son activité, effectivement, il va essayer de se former à devenir meilleur dans son domaine de compétences, mais il ne va pas chercher à évoluer, en fait, lui-même, personnellement. Il ne va pas chercher à évoluer sur sa manière peut-être de vendre ses services ou ses produits. Il ne va pas chercher à s'évoluer sur la manière d'organiser sa boîte, déposer de la stratégie, peut-être même se former aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, je fais la parenthèse sur l'IA parce qu'on ne fait que parler de ça. Alors, c'est très controversé parce qu'on parle souvent malheureusement que l'IA peut remplacer beaucoup de métiers, mais moi je pense que l'IA peut redistribuer des cartes et ouvrir de très nouvelles opportunités. Il faut utiliser l'IA non pas pour remplacer des métiers, mais pour gagner du temps sur des tâches qui sont chronophages, tu l'as bien dit, et c'est pour ça que j'en parle. Il faut, en tant que chef d'entreprise, c'est important de travailler de manière beaucoup plus efficiente et efficace, c'est ce que tu as dit. Oui. Et en fait, comment on peut utiliser l'IA aujourd'hui pour gagner énormément de temps? Ça existe. Encore, on a fait l'exercice hier avec mon entreprise Vidéo Passion. Quand on tourne ce genre de podcast, d'interview, qu'est-ce qui prend du temps? Qu'est-ce qui nous prend énormément de temps? Et donc, le temps qu'on prend à faire, ce que je veux dire maintenant, c'est du temps qu'on passe pas avec sa famille, c'est du temps qu'on passe pas à vivre ou à profiter tout simplement. Par exemple, écouter l'interview de A à Z avec un petit papier et écouter tous les moments chauds. Les moments qu'on va pouvoir extraire au format vertical pour en faire des reels et des shorts pour balancer ensuite sur Instagram, TikTok, YouTube, etc. Ça prend énormément de temps. Une fois qu'on a fait la sélection, il faut les extraire et puis on va repasser énormément de temps à les sous-titrer avec le style qu'on connaît aujourd'hui sur les réseaux, les gros sous-titres fluorés, etc. Ça prend énormément de temps. Hier, on a découvert une IA qui permet en fait, tu mets le lien YouTube de ton podcast ou de n'importe quelle vidéo. Il va en 20 minutes t'extraire automatiquement sur base de l'intelligence artificielle tous les moments chauds. Ok ? Tu vas pouvoir les exporter dans les formats, mais en 2 clics. Et puis, tu as une autre IA qui va importer tout ce que tu as exporté de l'autre côté pour les sous-titrer en respectant les codes des réseaux sociaux. Et ça va plus loin. Ça t'écrit même ta publication sur base du contenu de la petite vidéo verticale. Ça va t'écrire ton contenu avec les hashtags. Mais attention, ça va t'écrire un contenu pour TikTok. Ça va t'écrire un contenu différent pour Instagram, un contenu différent pour Facebook, un contenu différent pour Twitter, etc., etc. En respectant les codes. Donc, tu vois comment on peut utiliser l'IA. Mais aujourd'hui, ça ne fait pas perdre un métier.
Oui, c'est vrai que c'est pour les monteurs, etc., c'est compliqué. Mais par contre, le monteur peut utiliser ça pour son client, parce que le client ne maîtrise peut-être pas les compétences techniques, etc., pour le faire, et il va pouvoir gagner énormément de temps. Et c'est ça être efficient, entre autres. En tout cas, nous, c'est un exemple concret d'efficience qu'on a eu hier, pas plus tard que Oui, hier, et on est au mois oui, de mai quand on tourne cet épisode, oui. mai 2023, donc Il ne voilà. faut pas en vouloir en même temps à l'entrepreneur qui n'est pas efficient et qui passe sa vie à travailler, à ne pas voir ses enfants grandir. Pardon, c'est très trivial comme propos, mais c'est une C'est donnée. une vérité. Qui passe une partie de ses week-ends à consacrer son énergie à du travail administratif parce que le week-end fait un peu zone tampon. Et pourquoi ne pas lui en vouloir? Mais tu l'as dit, nous sommes dans un environnement qui est pas tellement propice au fait de voir grand et d'être efficient. Bien au contraire, on est dans une culture judéo-chrétienne qui nous dit depuis que nous sommes gamins que nous devons gagner notre pain à la sueur de notre front. Et donc, quand l'entrepreneur est extrêmement efficient et a du temps pour lui, eh bien, à la limite, il peut ressentir une forme de culpabilité, ce qui est complètement fou. Moi, à une époque, j'avais honte de montrer mon agenda partiellement vide. J'en avais honte. J'avais l'impression qu'on allait penser, oh, il n'a pas de boulot, il fait rien, ses affaires doivent pas tellement tourner. Puis jusqu'au jour, mais il m'a fallu des années où j'ai compris qu'en réalité, le grand luxe, c'était d'avoir un agenda le plus vite possible. Et aujourd'hui, j'en fais pas une fierté, mais je n'ai pas honte d'avoir des cases complètement vierges dans mon agenda. C'est dire si c'est extrêmement prégnant. De la même manière, puisque on parle d'entrepreneuriat, donc fatalement on parle de profit, même si ça déplaît à bon nombre de personnes, le nombre d'entrepreneurs qui, quand ils viennent me voir, sont presque gênés de me demander comment réaliser plus de profit et qui trouvent toutes les justifications possibles. Mais quand je me penche sur mon enfance, je comprends. Le 1er janvier, dans ma famille, on me donnait des dringueilles, comme on dit, donc on me donnait un peu d'argent, et c'était donné comme de la coke. Ah, Tu vois, j'étais de main à main sur le pas de la porte, personne ne pouvait voir, comme si c'était sale. Alors, moi, j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, jusqu'à 12, mais des années plus tard, c'est ancré. Donc, je me suis raconté des histoires depuis gamin, et c'est des histoires qui disent l'argent, ben, c'est pas bien, en gagner beaucoup, c'est pas bien non plus. Et pour revenir à ce que tu expliquais avec les États-Unis, je me souviens d'un mastermind au cours duquel certains aigles avaient dit les mêmes efforts produits en France, tu as 10 fois plus de résultats qu'en Belgique. Les mêmes efforts produits aux États-Unis, tu as 50 fois plus de résultats qu'en Belgique. Et donc, soyons fiers parce qu'effectivement, nous, nous, entrepreneurs wallons, je vais spécifier, nous avons énormément de savoir-faire. Moi, quand je regarde certains de mes concurrents français, ils font les mêmes chiffres que moi, mais sur le territoire français. ah oui, Moi, j'ai alors 3,5 millions de personnes, et eux en ont 60, 70. On ne parle pas de les mêmes choses. Et donc, soyons aussi fiers de ça, et sachons qu'effectivement, un petit territoire, c'est comme les poissons, les coilles. Tu vois, le koi, ben, il grandit en fonction de l'étendue. Et ce qui va être un enjeu pour nous, éventuellement, c'est d'aller au-delà des frontières. Mais ça, c'est encore une autre histoire. bah écoute, en tout cas, je pense que voilà, on a bien compris l'importance de ce premier sujet et on l'a validé. Maintenant, du coup, ça fait beaucoup penser à la délégation. Oui, Et je pense que c'est un deuxième sujet qu'on va pouvoir aborder, si certes. tu es OK. Parce que aujourd'hui, tu as un agenda qui est très vide, parce que tu as réussi à déléguer tout ce qui était délégable et Oui. automatiser tout le reste. C'est une phrase que j'aime bien reprendre. Oui. Alors, il faut savoir qu'il y a énormément de phrases que je cite dans mes discours, dans mes vidéos, etc., qui sont en fait des phrases que tu m'as citées. Tu sais, j'aime bien parce qu'il y a cette vidéo du fait vaut mieux que parfait, Mieux que que j'ai parfait, balancé, qui a oui. bien tourné, etc. Mais c'est des choses que j'ai appris à la Legal Academy parce que j'ai pas lu de livre quand j'étais ado, j'ai pas fait d'études, j'ai pas fait de grand enseignement et donc mon seul enseignement professionnel c'était la Legal Academy et c'est là que j'ai appris énormément de choses. Du coup,
toi aujourd'hui, Fabien, tu as réussi, donc tu as une entreprise qui tourne quand même assez bien, tu fais de très bons résultats, tu as beaucoup de programmes et énormément d'aigles. Une communauté, Tu on as une peut très dire, très ouais. belle communauté, Belle absolument, et tu as communauté. une entreprise qui tourne, il faut en être fier quand même, mais où, comme tu l'as dit, tu as honte parfois de montrer ton... Enfin, J'avais. tu avais honte de montrer ton agenda vide. Comment Mhm. tu fais? Bon, d'abord, la délégation, c'est aussi une question d'état d'esprit. Mm. Et ce qui est le plus important quand vous déléguez, c'est de lâcher prise. Et ça, beaucoup d'entrepreneurs ne le comprennent pas. Il faut lâcher prise. Moi, j'ai résolu le problème de la façon suivante. Je ne m'entoure que de superstars. Mm. Et je paie le prix pour ça, parce que je n'ai pas les moyens de m'offrir le concours de personnes qui sont moyennes. Mm. Si j'avais énormément de moyens, je pourrais, à la limite, m'entourer de gens moyens. Ouais. Bien que ça resterait une mauvaise idée. Mais moi, je n'ai pas ces moyens-là. Et donc, je choisis des gens qui sont des superstars dans leur domaine. Et je leur fais confiance. Je choisis des gens qui sont meilleurs que moi. Je leur fais confiance, ce qui ne veut pas dire que je ne regarde pas les résultats, mais je vérifie certains scores, certains chiffres, mais le chemin, jamais. Pour ainsi dire, je ne regarde jamais le chemin qu'empruntent les personnes qui travaillent avec moi. Pourquoi? Parce que j'estime que comme elles sont nettement meilleures que moi, elles choisissent le meilleur chemin pour elles. Beaucoup d'entrepreneurs vont vouloir que le chemin emprunté soit exactement celui que eux auraient emprunté. Et donc, ils vont coincer la personne qui risque d'être nettement moins performante parce qu'on lui impose un modus operandi qui ne lui convient pas. Moi, je demande un résultat. Le modus operandi, c'est pas mon problème. Parce que je fais appel à des gens qui sont très très bons. Ça peut paraître extrêmement trivial de dire ça, le lâcher prise, et pourtant c'est clé. S'entourer de gens excellents, meilleurs que toi, présuppose que tu as mis ton ego bien de côté. Et pour les personnes qui ont du mal avec ça, ben, elles vont chercher à s'entourer de gens qui sont un peu moins bons, comme ça elles continuent de les dominer. Mais alors c'est leur business qui sera dominé. Donc lâcher prise, s'entourer de gens excellents et leur permettre de travailler dans leur zone de génie, dans ce qu'on appelle le sweet spot. Ne pas demander à un grimpeur de gagner une course au sprint. Ne pas demander à un sprinter de gagner une course en haut d'un col. Permettre à chacun de gagner des courses en l'inscrivant à des courses qu'il peut gagner. Et permettre aussi à soi-même de gagner les courses qu'on peut gagner. C'est là toute la différence. En fait, moi, je résume ça en disant que l'importance, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Oui. Donc l'important, c'est pas le chemin que la personne va parcourir, c'est le résultat qu'il y a au bout. Mm-hmm. Ça, c'est dans le film La haine qui parle de l'importance, c'est pas juste l'atterrissage. J'aime bien reprendre cette métaphore-là. Je trouve qu'elle est très parlante. Et du coup, donc pour toi, l'art de déléguer, c'est de savoir en fait lâcher prise, donc de faire confiance. Moi aussi, je prends souvent cet exemple en disant que, en fait, déléguer, en tout cas c'est moi personnellement, déléguer, c'est accepter que la personne fasse moins bien que soi jusqu'à 20%. Ça peut être bien fait que soi-même à 20% maximum. Mm-hmm. Si c'est moins bien fait au-delà de 20%, ça veut soit dire que la personne elle n'est pas bien formée ou qu'elle n'est pas compétente. En tout cas, moi, quand j'ai commencé à déléguer des tâches, j'avais toujours cette peur et cette crainte. C'est ce qu'on a tous en fait en tant que chef d'entreprise. On a toujours peur que je vais te déléguer ça, mais j'ai peur que ça va être moins bien fait que moi. Et donc, je me suis mis cette limite de 20%. Et en fait, ce qui est plus dingue, c'est que je me suis rendu compte qu'avec le temps, ces personnes faisaient les choses de façon meilleure que nous. Et c'est la raison pour laquelle on prend des stars. Et de toute façon, les stars attirent les stars. On prend des gens très compétents. On s'entoure des gens compétents. On ne va pas le répéter. Je veux dire, comme tu l'as dit, je veux dire que les stars attirent les stars. Au plus on va prendre des gens compétents, mais c'est sûr que ça va coûter un peu plus d'argent au début, mais ça va nous faire gagner énormément de temps et donc beaucoup plus de résultats. Donc ce que je voulais dire, c'est que moi, j'accepte que ce soit moins bien fait que moi à 20% au début, mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, ces personnes-là faisaient mieux le boulot que moi. Et par contre, c'est d'un confort incroyable. Donc oui, effectivement, faire confiance, lâcher prise,
ne pas tenir compte du chemin parcouru, mais du résultat qui est au bout. Ce qu'on veut, c'est du résultat et c'est pas comment les choses sont faites. Donc oui, des très très bons conseils pour déléguer. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la délégation? Je pense Mais qu'on a bien résumé. en clé à l'image, suis-je un homme orchestre ou un chef d'orchestre? Voilà. Et quand je suis un chef d'orchestre, mon outil à moi, mon instrument à moi, c'est la baguette. Mm. Mais ça veut dire aussi que, alors a priori, on peut tout déléguer, hein. A priori, il n'y a rien qui ne se délègue pas, hein. Si je devais pour autant garder quelque chose, ce serait la vision. Ouais, Tu vois? carrément. La vision, on n'en a pas encore parlé. On peut réussir en entreprise sans vision, Ouais. mais ça reste un des fondamentaux. Est-ce que concrètement, tu pourrais citer par exemple une tâche que tu as déléguée Oui. qui, aux yeux de tout le monde, est indélégable? Les gens disent, mais t'es fou, comment tu as pu déléguer ça? C'est impossible, moi, j'y arriverai pas. Est-ce que tu as un exemple concret dans les faits? Ah oui, je pense. Enfin, je ne sais pas si c'est. Parce que moi, c'est une obsession chez moi, hein. C'est une obsession dans ma vie tout court, pas dans ma vie professionnelle. C'est une obsession. J'ai jusqu'à été, c'est une parenthèse, j'ai jusqu'à été donné un ouvre-grille à mon ami Gary qui me livre du foin pour qu'il puisse livrer du foin pour mes poneys et mes ânes, même quand je suis pas là. Pour ne pas devoir dire quand est-ce que tu es là, quand peut ouvrir la grille, etc. Donc j'ai juste été à lui donner un ouvre-grille, tu penses, pour m'alléger la vie. En fait, c'est ça aussi l'idée. Ouais. C'est comment je vais alléger ma vie au maximum. Et plus je m'allège la vie, et plus j'ai de la disponibilité intellectuelle et créatrice pour déployer mon entreprise. Alors, par exemple, j'ai demandé un bilan prévisionnel financier donc à mon assistante. Je lui ai demandé de faire certains calculs. Voilà, si on supprime tel et tel produit et qu'on ajoute tel et tel autre, comment je dois construire mon année pour arriver à tel chiffre et à telle marge. Donc des choses très financières à mon assistante, Ok. qui est de plus en plus la VP de l'Académie. Hein. Enfin, elle est Pauline. Oui, Pauline. Ouais. D'ailleurs, au sein de l'Eagle Academy, maintenant, les aigles disent « j'ai besoin d'une Pauline ». C'est ça. Et c'est incroyable parce que, et encore une fois, je suis bien placé pour le témoigner. Et en fait, ce qui m'avait fait remarquer, c'est que tu avais dit, en fait, tu délègues la délégation. Donc Je même délègue la Pauline, délégation. en fait, tu délègues à Pauline et Pauline Ouais. délègue. Et donc ça, c'est, tu vois, donc, il y a non seulement la confiance que tu as envers Pauline, et puis la double confiance. Oui, il y a des gens que je ne connais pas. Ouais. Il y a des freelances qui travaillent pour l'Eagle Academy, je ne connais pas le nom. Hein. Et ça te réussit à merveille. Ça me réussit parce que Pauline est une star, qu'elle elle est d'une loyauté sans faille, alors qu'elle n'est même pas employée chez moi. Ouais. Elle Et est, rappelons-le, ouais, elle est vit pas où cette employée. Pauline? Elle vit à Chicago. À Chicago. À Chicago, Elle n'a ouais. jamais mis un pied en pain. Je veux dire, elle n'a jamais vu. Elle est française, mais... Elle n'a jamais vu de Chicago. 99,8% des membres de l'Eagle Academy. Ah non. En vrai. Je l'ai vu qu'une seule fois. Voilà. Un jour, je suis allé à Chicago, on est resté 50 minutes dans Et c'est un des bar. piliers quand même les plus importants aujourd'hui. Oui, c'est vraiment C'est dingue. Je pense que tu es quelqu'un, vraiment un exemple, en qui fait. compte. Tu es un très très bon exemple parfait dans ce qu'on peut appeler la délégation, parce qu'effectivement, mais encore une fois, j'en suis la preuve pour témoigner, c'est toute ton équipe, qu'elle soit marketing, qu'elle soit assistante, Pauline, administrative, avec tout, voilà, tous ces chèques formation, enfin tout ce qu'on connaît, tout ça, ça a été délégué. En fait, et même les programmes aujourd'hui. Les programmes de l'Eagle Academy, les intervenants, aujourd'hui, toi, tu interviens encore dans certains des programmes, mais je pense que Je de n'en plus crée en plus, plus, voilà. je n'en crée plus dont je sois l'animateur. Sinon, C'est ça. ma boîte à terme ne sera pas vendable. Mais je pense que l'une des meilleures décisions que j'ai prises depuis que j'ai créé la Eagle Academy, c'est de m'associer des services de Pauline. Ça a été la décision stratégique la plus puissante, celle qui m'a donné les résultats les plus incroyables. Mal nommer les choses C'est ajouté. au désordre du monde. Absolument. Camus. Disait, voilà. Du coup, si l'Eagle Academy s'appelait Fabien Delahaut, quel serait le problème? Le problème, comment tu vends ça? Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur, parce que je trouve que c'est important, combien de nouvelles entreprises ne se créent pas qui portent aujourd'hui le nom du chef d'entreprise? Souvent, en plus, on trouve ça souvent dans le métier de l'artisanat.
Oui, On va par c'est exemple, très allez, je veux fréquent. dire, voilà, la menuiserie de Toussaint qui est Oui. un ami et un client commun. Parce que souvent, c'est ça. Mm. C'est menuiserie Carlino, c'est entreprise Pierre-Paul Jacques, voilà, si moi, mon agence de marketing Pixel Passion, ou si mon imprimerie, à l'époque, l'agence de communication, je ne l'avais pas appelé le bar à pub, mais je l'avais Non appelé. génial au demeurant. Ouais, Non si je l'avais génial. appelé l'agence de Fabio Laval, mais ça pose problème à un moment donné. Et donc, Oui. qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce que tu peux Mais dire là-dessus? déjà, quand vous choisissez un nom, parce qu'il y a ceux qui prennent leur propre nom, bon, la menuiserie, tout ça, c'est un magnifique exemple, magnifique entreprise au demeurant. C'est de père en fils, on peut comprendre qu'ils n'aient pas changé ce nom qui, dans la région, est extrêmement connu. Mais demandez-vous, est-ce que une entreprise qui serait connue internationalement, qui serait vraiment un joyau, est-ce qu'elle prendrait ce nom-là? Je pense notamment aux entreprises qui choisissent des noms un peu à la Miss en flûte ou en faisant un humour vraiment de bas étage, tu vois, genre, je sais pas, moi j'ai un salon de coiffure, je l'appelle Coupe-Tif ou Tif étendu ou ce C'est genre de ça. choses. Et puis tu te demandes, tiens, est-ce qu'il existe une franchise qui domine le monde dans la coiffure avec un nom biscornu ou avec Ouais. un nom humoristique? Non! Mais pour cet exemple de la coiffure, souvent les grands noms sont les noms des... Mais qu'ils inventent. Parce que je pense, si je me trompe pas, je ne souligne, enfin, je ne confirme pas ce propos, mais je pense que Olivier Dashkin, Il n'existe il pas. n'existe pas en fait. Ouais, mais c'est un chouette nom. Ouais. Mais tu vois, donc Google, c'est quand Ouais, même, il y a une réflexion là derrière. c'est ça. Et je pense que le plus souvent, pourquoi il n'y a pas de réflexion? Parce qu'il n'y a pas de vision. On est donc dans l'instant T et on ne se demande pas où on veut se trouver X années plus tard. Or, et c'est ce qui est peut-être de plus difficile dans ce que nous enseignons, je continue de répéter aux aigles, travailler plus pour les 5 prochaines années que pour les 2 prochaines semaines. Mais ce message est complètement fou. Il est inaudible. Si tu n'as pas la vision à 5, 10, 40 ans de ta boîte, comment tu peux réfléchir au nom? Tu Ouais, vois? exactement. C'est difficile. Mais si tu vois vers où tu veux aller, si tu te dis, moi, je reste dans une zone francophone, va pour un nom francophone. Ouais. Mais si tu te dis, non, 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 je vais franchir les frontières. En Belgique, je vais au moins me répandre sur le territoire belge. Ok, ben le nom doit être ok des deux côtés de la frontière linguistique. Si je veux aller au-delà, je dois aussi songer à cela. Qu'est-ce que ça donne Ouais. en anglais? Mais tu sais, combien d'entreprises, combien de personnes ne lancent pas une activité, un business entreprise sans penser, avant même de commencer quoi que ce soit, à la mission, à la vision Ouais, et aux et aux valeurs. valeurs. Et VV. encore une fois, moi-même, j'y ai pas pensé une seule seconde avant de lancer ma boîte. Et il faut pas en vouloir à personne. C'est parce que, voilà, on n'a pas toujours ces subtilités, ces J'y ai pas connaissances. pensé non plus. Ouais, La plupart des gens n'y pensent pas. C'est pas grave. Tu sais que l'entrepreneur est celui qui construit l'avion dans la descente. Alors, ok, une fois que l'avion est dans la descente, réfléchissez à vision, ouais. mission, valeur et à toutes les autres choses à mettre en place. Aujourd'hui, moi, je ne lance pas une activité, un business, un projet sans penser à... et en fait, c'est quasiment... je prends mon X-Mind, ma cartographie mentale, et une des premières branches, c'est qui suis-je? Mission, vision, valeur, je l'écris. Et ça va guider tout le reste du travail. Oui. En fait, tu vois, ça va me permettre à moi de savoir où est-ce que je vais aller. Et en fait, on en a parlé en off encore tout à l'heure par rapport à mes projets personnels. On fait toujours cette erreur de ne pas y penser, en fait. De je veux faire ça, mais comment je vais le faire? Je ne pense pas à où est-ce que je veux être dans 5 ans, dans peut-être même 1 an, en fait. Il ne faut même pas chercher loin Et en parfois. fait, tu ne vas pas vers ton phare, qui est la vision, c'est la vision qui te tracte. Mm. Et plus tu as une vision à long terme précise, plus tu peux prendre des décisions à court terme très précises. C'est ça. Donc, on va encourager à toutes les personnes qui nous regardent sur YouTube ou qui nous écoutent sur les plateformes de Spotify, Deezer, etc. Avant, et même aujourd'hui, si ce n'est pas encore fait, il n'est jamais trop tard en fait. Hein. Jamais. Si ce n'est pas encore fait, déposez votre vision, votre mission et vos valeurs. Alors, comment vous allez dire c'est quoi une vision? C'est quoi une mission? C'est quoi des valeurs? Parce qu'on n'est pas tous censés savoir ce que c'est.
et on ne sait pas tous censés savoir comment la définir, eh ben, je vais laisser la parole à tonton Fabien. Bien, quand on travaille sur la vision et la mission, c'est très simple, on travaille sur le sens. Quand tu y réfléchis, il y a 3 sens au sens. Il y a le sens quand il s'agit des registres sensoriels. Bon, il y en a 11, dont les 5 principaux sont la vue, l'ouïe, l'aspect kinesthésique, donc tout le VACOG, l'olfactif et le gustatif. Bon, ici, je ne vais pas trop en parler. Par contre, le sens, c'est la direction et le sens, c'est la signification. Donc, quand je travaille sur la vision et sur la mission, la vision, c'est où je veux aller. La mission, c'est je fais quoi. Nous, notre mission, c'est d'élever. C'est d'élever les autres. Mais ça ne dit pas où sera la Eagle Academy dans 5 ans ou dans 10 ans. Non. Les valeurs, ce sont les balises. Nos valeurs principales, elles se retrouvent dans le mantra des aigles. Et puis, il y en a 3 qu'on peut extraire, qui sont résumées dans la règle REB, respect, élégance, bienveillance. C'est important parce qu'on peut vite casser quelqu'un en formation, en coaching. Et ce sont vraiment des balises qui fixent le cadre. Et idéalement, le cadre, il est sacré. Et on ne lui donne pas de coup de canif, comme quelqu'un me l'a dit un jour. Et ça permet d'agir. D'agir en restant aligné, en restant cohérent, et de faire en sorte que tous ceux qui travaillent avec vous fassent de même. Et ce qu'on avait vu aussi une fois à l'Eagle Academy, et ça c'est aussi important de le souligner, c'est que souvent la vie, en fait, il peut y avoir 2 visions. Il peut y avoir la vision publique qu'on peut afficher sur un site internet par exemple, et la vision plus privée. On ne va pas afficher sur notre site internet que ma vision c'est de vendre ma boîte dans les 5 ans. Certainement pas. Voilà. Ni même à tes équipiers. Ben non, à personne en fait. Voilà, donc c'est une vision à qui ton en fait, psy, à ta femme, peut-être, voilà. meilleur ami. la vision qu'on a de son entreprise, elle est quasiment, en fait, elle est personnelle, Oui. en vérité. Et ce qu'on peut encourager à faire, et on peut le voir dans des grandes entreprises, et même dans des moyennes entreprises, à certains niveaux, c'est que la mission et les valeurs sont inscrites clairement et sur le site internet. Et dans les bureaux, moi, par exemple, j'avais écrit les valeurs et la mission sur les murs de mon entreprise. Oui. Le client et les équipes, ça doit être important pour eux qu'ils savent pourquoi ils viennent chez nous. Pourquoi tu te lèves le matin quand tu vas travailler dans mon entreprise? C'est quoi la mission qui nous anime? C'est quoi les valeurs? Est-ce que quand je prends une décision, quand je fais un travail pour mon client, quand je veux lui répondre à ses questions, quand je vais recruter une personne, je vais être en entretien d'embauche, est-ce que la personne que j'ai en face de moi, elle répond aux valeurs que j'ai de mon entreprise? Et est-ce qu'éventuellement, ces valeurs la séduisent et lui donnent envie voilà. de te choisir plutôt que quelqu'un d'autre? Voilà. En tout cas, pour revenir à la vision, je repense à cette phrase qu'aime bien citer Morgan van der Helst, qui est l'un de nos Eagle Coach, que tout objectif flou mène à une connerie précise. Toute vision floue mène à des conneries précises. Il y avait un exemple, une métaphore super concrète que tu répètes souvent et que j'adore, c'est avec le planeur et le Boeing. Oui. C'est vrai, mais tu peux en parler. Alors là, on va parler aussi, c'est plus le tableau de bord en fait. Oui. C'est pas vraiment la vision, c'est plus sur le tableau de bord, le fait d'avoir des tableaux de bord et d'avoir les KPI, mais on pourra aussi en parler un petit peu après. Mais je sais pas si c'est utile ou pas d'en parler maintenant. Peut-être un peu plus tard, mais ça sera utile. Oui, ça sera utile, voilà. Ok, très bien. Donc on a vu la formation d'entrepreneur, on a vu la délégation. On a parlé ici de la mission Vision Valeur. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça ou si on peut parler d'un autre sujet maintenant. Juste une dernière chose, ou 2 dernières choses. Fais-toi plaisir. Se lancer dans l'entrepreneuriat, comme dans n'importe quoi, parce que si tu veux devenir un sportif de haut niveau, ou si tu restes un sportif amateur, mais que tu te fixes un objectif du genre escalader le Mont Ventoux à vélo, quoi qu'il en soit, si tu veux être un vivant, si tu veux goûter tout ce que la vie peut t'offrir, il faut être habité par une flamme. Ce que les psys appelleront la pulsion de vie. Et il faut la raviver sans cesse. Et s'agissant de l'entrepreneur, qu'il soit habité lui aussi par une grande idée, qu'il propose une grande idée. Et parfois, ta grande idée, c'est le fait de développer la grande idée de quelqu'un d'autre. Je pense notamment à McDo.
Le Ray Kroc qui fait de McDo un empire n'a pas créé C'est pas son idée. McDo. Son idée à lui, et elle est époustouflante, ébouriffante, c'est cette vision qu'il a avec les arches un peu partout. Et lui, son idée géniale, c'est de dupliquer. Et la Diabolica, c'était pas mon idée. Oui, c'est vrai. La Diabolica existait. Absolument. Pour ceux qui écoutent et qui La savent, trompette. voilà, la trompette Diabolica que j'ai eu l'occasion d'inventer, entre guillemets, de commercialiser plutôt en 2014. En fait, le produit existait. Oui. Sauf que le producteur, il n'a jamais su le faire savoir. Il avait le savoir-faire, il n'a pas su le faire savoir. Ouais. Et donc, on peut embrayer sur le côté, peut-être, si tu es OK avec ça, le côté... j'ai pas envie je sais pas si je dois dire marketing, mais plutôt le côté vente. Mhm. Tu vois, le côté vente, parce qu'aujourd'hui, tu as beau avoir le meilleur produit du monde, le meilleur service au monde, si tu sais pas le vendre, malheureusement, tu resteras pauvre toute ta vie. Et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on quitte un boulot pour se lancer comme indépendant ou quand on veut se lancer comme indépendant tout court, le but in fine, c'est de se nourrir et nourrir sa famille, de se mettre à l'abri, de ramener en fait sous certaines formes son propre salaire. Mais si tu n'arrives pas à le vendre, et Dieu sait combien de chefs d'entreprise ont encore du mal à se vendre, et c'est aussi une des raisons pour laquelle tu avais à l'époque commercialisé un produit qui s'appelait la Eagle Sales Power, dont j'ai également fait partie, qui a été également totalement game changer aussi dans mon parcours à un certain moment donné. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le côté vente ? Déjà, on peut poser un constat navrant, c'est que le meilleur produit n'est pas celui qu'on croit. Ce n'est pas parce que vous avez le meilleur produit qu'il est effectivement perçu comme le meilleur produit. Malheureusement, en marketing, c'est le leader qui est perçu comme le meilleur et pas le meilleur qui devient le leader. Si vous avez le meilleur produit, mais que vous ne parvenez pas, comme tu le dis si bien, à le faire savoir, alors vous n'avez pas le meilleur produit, puisque seul ce qui est perçu compte. Berkeley, un pasteur protestant, philosophe, a dit « être, c'est être perçu ». Et ce qui compte, c'est vraiment la façon dont vous êtes perçu. Il y a des tas de tests à l'aveugle qui le prouvent. Quand on fait tester des colas différents, à l'aveugle, Pepsi l'emporte sur Coca. Mais quand on dévoile les logos, c'est Coca qui l'emporte. C'est dire si c'est important de se donner à connaître. Et j'ai encore eu le cas hier en formation, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui redoutent de se mettre en avant, qui redoutent de se montrer en vidéo, par exemple. Et pour eux, c'est insupportable. Et ils se retranchent derrière, oui, mais j'offre une excellente qualité. Ça va suffire. Non, ça ne suffit pas. Et dans rien. Peut-être en sport, et encore, en sport où là, voilà, le meilleur, c'est le meilleur. Remco Evenepoel, quand il met des mines à tout le monde dans une côte, qui se fasse connaître ou non sur les réseaux, ça ne change rien, il a les meilleures jambes. Mais dans le business, c'est pas ça. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, la vente, ça prend bon sang de bois. À la Eagle Academy, on développe des programmes qui sont tous fondés sur les dernières recherches scientifiques, neuroscientifiques. Donc, faites attention, il y a énormément de neurocharlatans. Des gens, ils ont fait 3 leçons de PNL, ils ont lu un bouquin, ils disent « je suis neuroscientifique ». Je vous assure, 9 fois sur 10, c'est pas vrai. C'est comme si je disais « moi, je suis vétérinaire ». C'est complètement dingue, mais c'est malhonnête. À la limite, peut-être qu'ils le croient eux-mêmes. En tout cas, nous voulons que ce soit scientifiquement validé ou empiriquement éprouvé. Et j'affirme que n'importe qui peut devenir un excellent vendeur. Tout comme j'affirme que n'importe qui peut devenir un excellent orateur, voire même un orateur charismatique, si et seulement si il en a de nouveau un ardent désir et que donc il est prêt à mettre énormément de ressources à disposition de ce nouvel objectif. Donc c'est important, et si vous n'êtes pas vendeur, déléguez. Mais je pense que la vente, c'est l'alpha et l'oméga de l'entrepreneuriat. Ça commence par là, et ça se poursuit par là. Tout à fait, tout à fait. Je confirme encore une fois. Et on a parlé de valeur perçue, qui aussi pour moi est un élément important, et c'est une des premières étapes dans mon process quand j'accompagne des clients avec Pixel Passion. C'est avant de lancer ces campagnes de pub, c'est d'améliorer au maximum la valeur perçue que le public pourra avoir de ses services ou de ses produits.
Et encore une fois, c'est une notion que pas beaucoup de gens connaissent finalement. Ils n'ont pas vraiment Non, c'est vrai. le savoir, tiens, la valeur perçue, c'est quoi? Comment je peux faire pour améliorer ma valeur perçue? Ouais. Et alors, parle-en, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, si vous vendez un produit, quand je dis produit, entendons-nous, hein, c'est de manière très large, j'inclus tous les services dedans. Si votre produit, il est éloigné dans le temps et ou dans l'espace, s'il est complexe et s'il est intangible, le risque perçu est très élevé pour le client. Si j'achète ces verres, voilà, je les vois, je les touche, ok, je les trouve beaux, le risque perçu est faible. Mais si j'achète une formation, si j'achète un voyage, et surtout si j'achète une formation auprès d'un organisme peu connu, mon risque perçu monte parce que je sais ce que je vais investir, qu'est-ce que j'aurai à l'arrivée, ça j'en sais fichtre rien. Et c'est la raison pour laquelle je dois énormément, moi, en tant que prestataire, rassurer en donnant à percevoir, avec des témoignages, par exemple. Mais je prends des exemples plus simples. Quand tu vas à l'hôtel, comment la femme de ménage, technicienne de surface, va te rassurer quant au fait qu'elle est bel et bien passée dans ta chambre et dans ta salle de bain? Par exemple, elle va plier le papier toilette. Et là, tu te dis, entre le dernier client et moi, il y a eu la technicienne de surface. La preuve, c'est bien sûr pas un client qui a plié le papier toilette. Ouais. Tu vois, donc, je vais utiliser parfois des trucs de ce genre-là. Ou alors, je suis restaurateur. Pardon, l'exemple est d'une rare banalité. Un client commande une bouteille d'eau. J'arrive avec la bouteille d'eau, mais elle n'est pas débouchée. Elle est scellée. Et je vais l'ouvrir devant lui. Et si je suis infirmière, évidemment, je sors ma seringue devant mon client de son emballage. J'arrive pas avec la seringue toute prête. Parce que moi, c'est quoi ça? Je veux la voir sortir de l'emballage. C'est notamment comme ça que je donne à percevoir de la qualité. C'est des exemples. Ça passe aussi, en fait, j'ai l'impression que ça passe aussi par l'emballage, en fait, par ce qu'on peut voir avant toute chose. Et donc, quand on veut augmenter la valeur perçue de son produit ou de son entreprise, déjà, plus simplement, ça peut passer par son site internet. Tu vois? Bien sûr, évidemment. Oui. Tu sais, toi comme moi ou toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, ils vont faire appel, par exemple, ils ont une belle maison, comme ici, et tu dois faire appel à un peintre, par exemple. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu ne le connais pas, qui ne t'a pas été recommandé, tu tapes peintre dans Google, tu vas vouloir voir quoi? Ses photos de réalisation. Absolument. Ses avant-après. Les étoiles aussi. Les étoiles, les avis, voilà, les reviews. Son site internet, est-ce que c'est un site tout bidon avec des vieilles photos, limite même parfois sans photos, avec des trucs tout pixelisés, alors que le peintre, il est censé faire du beau chez toi. Mais si lui-même, son site, il n'est pas beau et qu'il n'a pas de belles photos avec des avant-après, c'est compliqué d'avoir confiance en lui. S'il a une fiche Google My Business, parce qu'on parle de review, la première chose qu'on fait quand on cherche un artisan, c'est taper son nom sur Google. Quand on n'est pas recommandé, on tape son nom sur Google et on voit une fiche qui est très peu soignée, où il n'y a pas de belles photos. Et juste en dessous, on voit une autre entreprise avec plein de belles photos. On va faire appel à qui? À celui qui a des belles photos et qui a des beaux commentaires. Et donc, ça, c'est ça, augmenter aussi la valeur perçue de son entreprise. Alors, valeur perçue qui peut diminuer drastiquement en quelques heures. Mettons, je suis sur ce site me fascine, comme dirait Romain Bouvet, qui plaide pour des sites fascinants, et il a évidemment raison. J'envoie un message parce que je suis intéressé par les services de ce peintre, et il me répond une semaine plus tard. L'expérience client. Oui, là, c'est foutu. On va en parler. C'est foutu parce qu'une semaine plus tard, ça veut dire que le coco, quand il va s'occuper de mon chantier, il va être aussi complètement hors délai. Voilà. Des exemples concrets de valeur perçue. Oui. Et donc, tout ça pour dire que comment augmenter facilement et rapidement la valeur perçue. 1. Soignez déjà avant toute chose votre fiche Google My Business, parce que pour les gens qui ne vous connaissent pas et chez qui vous n'avez pas été recommandé, la première chose qu'ils vont faire, c'est taper une requête dans Google. Donc, quand vous soignez votre fiche Google My Business, déjà le titre. 1. Demandez à tous vos clients et vos amis de mettre des commentaires. 2. Mettez un maximum de photos et une description complète et bien précise de votre activité. 3. Ensuite, on va passer sur votre site internet et il y a des belles photos, des belles vidéos, des belles vidéos passion. Je fais du placement de produits. Joli lapsus. Je fais du placement de produits. Vidéopassion.be, vous allez avoir les meilleures photos, les meilleures vidéos, mais
très de plaisanterie, des belles photos et des belles vidéos, des belles descriptions, un beau site bien soigné, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est super important. Et puis, comme Fabien l'a dit, et là, on va embrayer sur l'expérience client. Vous avez un formulaire déjà, et il y a un formulaire. Parce que combien de sites n'ont pas de formulaire de Absolument. contact? Combien de sites n'ont pas un formulaire fonctionnel? Il faut faire l'effort de prendre le téléphone, d'appeler le consommateur, il est fainéant. 1,5 €. Voilà. Si on leur facilite pas la tâche à passer à l'action, à cliquer, ben, c'est peine perdue. Et si on embraye sur l'expérience client, souvent on fait l'erreur de penser que l'expérience client, c'est quand le peintre il va venir et il va commencer à peindre. C'est une erreur. C'est quand on va commencer à arriver au restaurant et à se faire servir sa première entrée. C'est là que commence l'expérience client. C'est une erreur. L'expérience client, elle va commencer de quand je vais commencer à chercher le numéro de téléphone sur Internet. Quand je vais vouloir réserver. Hier, exemple concret, je recherche un salon pour faire une manicure pour hommes. Je cherche sur Google à Mons. Je tombe sur une entreprise. Je vais sur le site web et je cherche désespérément réserver en ligne. Je ne trouve pas le moyen de réserver ma manicure en ligne. Il était 23 h quand j'ai voulu faire ça. Donc, sur le site, écrivez-nous sur Messenger, s'il vous plaît. Oh là là. On est en 2023. Je reviens de Dubaï. Désolé de prendre cet exemple, mais ça n'existe pas là-bas. Tu veux prendre rendez-vous, tu vas sur le site, il est n'importe quelle heure du matin, tu choisis ton créneau horaire. Et tu vas, ça s'arrête là. Donc aujourd'hui, je n'ai pas encore pu prendre mon rendez-vous parce que je n'ai pas eu ma réponse sur Messenger. Est-ce que je vais penser retourner sur Messenger? Si moi, je ne suis pas sur Messenger, déjà, j'y vais quasiment pas. Donc je vais me forcer à y aller. Mais c'est horrible. Et l'expérience client, elle commence là. Ensuite, quand je vais arriver, est-ce que je vais savoir me parquer facilement? Est-ce que je vais trouver l'enseigne dans la rue facilement? Quand je vais rentrer, est-ce qu'on va me proposer un petit thé, un petit café, une boisson chaude? C'est ça l'expérience client. Un porte-manteau. Ah, mais clairement, tu vois. Et tout ça, hélas, malheureusement, combien de fois je ne vois pas que les entrepreneurs, les artisans négligent certaines facettes parce qu'ils ne savent pas que l'expérience client, elle démarre de bien avant. Qu'est-ce que tu peux dire, toi, là-dessus? Nous appelons ça une expérience inoubliable. Voilà. J'ai été aussi beaucoup formé par Sébastien le marketeur, à qui je rends hommage. Le fait mieux que parfait, c'est de lui d'ailleurs. Ouais. Et l'expérience inoubliable, je tente même de l'appliquer dans mon métier d'artiste, de chanteur ou d'acteur. Je prends cet exemple-là. Je ne vais plus à Forêt Nationale parce que, c'est un exemple que tu as pris, je ne peux pas me garer. Outre, le son est en général pas très bon non plus, mais je ne peux pas me garer. Et donc, le sacrifice est énorme. Et c'est ça qui est aussi important, c'est de se rappeler que le marketing, c'est l'échange d'un sacrifice, celui du client, contre une promesse, la promesse du fournisseur potentiel. Et de comprendre, s'agissant de l'expérience, que chaque contact est une vente. Chaque contact est une vente. Vous devez donc soigner chaque contact. Et même vous poser la question, à chaque étape du parcours du client, est-ce que j'ai réfléchi aux 5 sens et à comment magnifier les 5 sens à chaque étape? Quand je suis sur ton site internet, il y a deux sens qui peuvent entrer en considération. Évidemment, ce que je vois et ce que j'entends éventuellement, ce que je touche non, ce que je sens non plus, ce que je goûte non plus. Mais moi, pour mes formations, oui, tout ça compte. Par exemple, à la Eagle Academy, les salles sont choisies en fonction. Proche d'une autoroute, grand parking, toujours. Lumière du jour, toujours. Et un catering qui soit digne de ce nom. Parce qu'il faut soigner chaque détail. Et dans le monde artistique, le plus souvent, on se préoccupe de ce qui se déroule sur scène et pour le reste, le spectateur n'a qu'à se débrouiller. Or non, l'expérience, tu l'as dit, elle commence en amont, mais très tôt. C'est ça. Très tôt. J'achète une porte de garage. Mettons que j'ai 12 semaines de délai entre la commande et l'installation. Qu'est-ce qui se passe entre les deux durant ces 12 semaines? Est-ce qu'on communique avec moi? Est-ce qu'on me laisse dans le brouillard absolu, donc dans le flou? Donc, je me fais des films. Et c'est toujours des films noirs. Ou est-ce que, à contrario, j'établis une communication, j'explique au client où on en est? Trop souvent, ce que j'observe,
c'est qu'on promet plus et qu'on donne moins. Or, l'adage, c'est under promise, over deliver. Promettre moins, donner plus. Si je pense qu'il me faut 10 semaines, je dis 12. Ouais, c'est ça. Mais je ne dis Ouais, pas 8. exactement. Exactement. Parce qu'alors je le frustre. Ouais, tout à fait. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Et donc, juste terminer, l'expérience client, c'est pour ça aussi que je fais de temps en temps référence à ma casquette d'artiste. Vous devez la scénariser. Quelle histoire je lui fais vivre, quel décor, quel costume, quelle musique, quelle histoire je lui fais vivre. Je suis allé récemment au théâtre, je ne citerai pas, c'est un théâtre fort connu à Bruxelles. À l'entracte, on avait envie de boire un verre, il y avait tellement de monde qu'au moment où ça a sonné, parce que le spectacle reprenait, on n'avait toujours pas eu à boire. Mais qui a réfléchi en se mettant à la place du client ? Personne. Personne. Donc, rappelez quand même que le marketing, le mot marketing vient du mot market, marché client. L'attitude marketing consiste à partir du client, du point de vue du client. Et trop souvent, on part de son propre point de vue. Donc, on oublie ce que le client vit. Ouais. Et l'expérience client, elle va encore bien après. Parce que souvent, on fait la vente. Merci, au revoir et quid après. Oui. Mais on pourrait prolonger cette expérience inoubliable. Tout à fait. Et donc voilà, comme tu l'as expliqué, Fabien, comme on vient de le dire, voilà, vraiment, j'insiste. On insiste là-dessus. Soigner chaque détail compte. Chaque contact est une vente potentielle. Et offrez la meilleure expérience à vos clients. Parfois, c'est des choses qui sont très simples, très faciles. Je l'ai dit, trouver un numéro de téléphone sur Internet, c'est quand même pas compliqué. Je veux dire, arriver à pouvoir prendre rendez-vous facilement chez vous. Mais c'est pénible de devoir appeler, de devoir contacter. Tu sais, aujourd'hui, on a des outils informatiques qui sont formidables, qui sont géniaux. Je ne comprends pas, en fait, même tous les restaurants devraient s'y mettre. Pourquoi ne pas automatiser? On en a parlé tout à l'heure. Automatiser, combien de temps ça prend de répondre à tous les appels et écrire sur un carnet les prises de réservation pour un restaurant? Pourquoi ne pas l'automatiser via des outils en ligne? Tu vois, tu veux réserver une table pour demain, il est 23h, le restaurant il est fermé. Tu veux le faire de chez toi parce que tu y penses, t'es avec tes amis, tu es avec ta femme à la maison. Pouvoir le faire en ligne depuis un site internet, c'est quand même pas compliqué, mais c'est ça l'expérience client. Et puis tu reçois un mail avec l'adresse exacte, les heures d'ouverture, ça te rappelle ton heure de réservation. Et puis, comme tu as mis ton adresse email, si tu as réservé pour demain, ben le surlendemain, tu reçois un mail pour laisser un avis sur Google. Tu vois, tu prolonges cette expérience. Et puis tu fais une promotion, il y a la Saint-Valentin, il y a le Nouvel An, il y a peu importe, boum, tu renvoies de l'information et tu fais des ventes et tu rappelles que tu existes. Et en plus, non même pas au-delà de la vente, ça veut dire que ça tombe bien. Je ne savais pas où aller pour Saint-Valentin, c'est juste ce restaurant me rappelle qu'il fait un truc, etc. Je vais aller chez lui, donc je suis même content de recevoir l'information. Tu vois, l'expérience client, elle peut aller jusque-là. Et elle va jusque-là. Ouais. Mais elle se loge aussi à un endroit qu'on ne soupçonne pas. Et là, c'est plus l'acteur qui parle. C'est, OK, j'ai le décor, j'ai le costume et j'ai appris le dialogue. Donc, je sais ce que je dois dire à mon client. Maintenant, la question est, suis-je capable de me renouveler? Pas changer les mots, ni changer le costume, ni changer le décor. Mais suis-je capable, chaque fois que je prononce ces mots-là à un client, qui qu'il soit, de les prononcer comme si c'était la toute première fois. Ouais. Et pareil avec la personne avec qui vous vivez. Quand vous lui dites « je t'aime », est-ce que c'est le même « je t'aime » qu'hier ou est-ce que c'est toujours un « je t'aime » avec une couleur un peu différente, comme si vous ne l'aviez jamais prononcé? Ça peut être que ça, hein, l'expérience client, hein, c'est-à-dire être complètement dans l'instant présent et complètement au service d'eux. Mais ce que je viens de dire là, c'est plus difficile encore. C'est plus difficile que d'automatiser tout ce que tu as expliqué. Parce que c'est une exigence personnelle. C'est encore plus compliqué, bien sûr. Mais c'est important. Mais si on aime les gens, a priori, ça va. Ouais. Si on aime les gens. C'est ça. Et non, mais clairement, il y a encore un dernier exemple avant de passer au sujet suivant. Ce matin, une entreprise qui vient à ma maison. Donc à ma maison, j'ai du parquet partout. Et j'ai une petite fuite d'eau dans la douche à l'étage. Et donc, elle rentre, tu sais, en tenue de travail, etc. Et puis, ça monte les escaliers directement avec les chaussures de travail. Alors que moi-même, je suis à pieds nus chez moi. Tu vois, je retire mes baskets quand je rentre de la maison. Déjà, tu viens, tu vois la maison. Tu vois, mais je dis, hep.
Ben, retirez vos chaussures, mais j'aurais tellement plus. En fait, un petit effort qui va leur coûter quelques centimes d'euros, de prendre tu sais, des Oui, protections de chaussures. comme les experts Voilà. Mais non, mais sur les scènes de c'est crime. du bête détail. Oui. Tu vois, c'est du bête détail. Ça ne coûte que quelques centimes à l'entreprise. Mais j'aurais été surpris de voir qu'ils le fassent. Avant même que je leur demande d'enlever leurs chaussures. Parce qu'ils avaient monté la moitié des escaliers avec leurs chaussures. Alors que j'ai un bébé de 2 ans à la maison, je fais attention à ce que ce soit propre. Moi-même, j'enlève mes chaussures. Tu vois, c'est ça aussi l'expérience client. Oui. Et je leur en veux pas. J'adore cette entreprise et je travaillerai toujours avec elle. Mais c'est des petits détails. C'est vraiment pour vous donner des exemples concrets que vous pouvez rapidement et facilement mettre en place dans votre entreprise et qui ne vous coûtera rien en fait. Voilà. Mais disons que c'est quand le client a vécu une expérience de cette nature-là qu'il peut commencer à devenir un ambassadeur, un fan. Ouais. Ah oui. Ah ben voilà. Et là on peut enchaîner vu que je connais aussi bien donc je sais de quoi on peut parler. Transformer en fait un client en ambassadeur en fan est une des 7 étapes des 7 leviers du profit. Oui. Qu'est-ce que les 7 leviers du profit et comment et en quoi ça peut être hyper bénéfique et profitable pour n'importe quel type d'entreprise, sans exception. Alors déjà à l'origine, il y a quelques années, quand je découvre les leviers du profit, je découvre les 3 leviers de profit de Jay Abraham que j'aurai la chance d'avoir pour mentor durant 2 ans. Et les 3 leviers de profit de Jay Abraham sont plus de clients. Quelle stratégie je mets en place pour avoir plus de clients? Quelle stratégie je mets en place pour que ces clients viennent plus souvent? Et quelle stratégie je mets en place pour qu'ils consomment plus? Autrement dit, pour que le panier moyen soit plus important. Et quand tu actionnes ces 3 leviers en même temps, tu peux vraiment viser une croissance à 2 chiffres. Et quelques temps plus tard, je découvre de la part d'un entrepreneur australien, que je ferai venir d'ailleurs en Belgique lors d'un congrès en marketing, je découvre que lui a un modèle qui comprend 7 leviers. Et quels sont ces 7 leviers? Le levier trafic, c'est-à-dire comment je vais générer plus de trafic sur mon blog, sur mon site, sur ma page Instagram, Facebook. Dans mon magasin. Dans mon magasin, Ouais. voilà. Dans mon magasin, ah, bien sûr, j'allais y venir. Et ça, c'est le premier levier qui exige certaines stratégies. Le deuxième levier, c'est l'opt-in. L'opt-in dans les stratégies sur Internet, c'est le moment où vous écrivez vos données, votre adresse email, votre nom, votre prénom, pour qu'on puisse communiquer avec vous, parce que vous avez téléchargé un lead magnet, ça peut être un e-book, une vidéo, que sais-je. Et donc l'opt-in, c'est le moment où vous donnez vos coordonnées. Et ça veut dire que... Là encore, il faut une stratégie spécifique. C'est pas parce que j'entre dans ton magasin que nécessairement je vais remplir une fiche. Et il faut un minimum de stratégie pour que je remplisse la fiche. Prenons un exemple concret. Tu vas au restaurant, tu n'as Oui. pas réservé, tu rentres dans le restaurant. Bonjour monsieur, vous avez une table? Non. Ok, merci, au revoir. Voilà. Non, attendez, je vais prendre vos coordonnées. S'il y a un désistement, je vous appelle. Ou quand on va faire des actions, quoi, vous serez informé en premier. Et au moins, tu remplis une database. Et aujourd'hui, tu sais capitaliser vachement cette database. Alors, donc c'est ça le petit. Moi, j'ai deux exemples hyper concrets aussi. Un restaurant à Binche, sushi, que j'adore depuis des années. C'est le restaurant où je suis allé le plus de toute ma vie. Ils ne savent pas où j'habite. Ils n'ont pas mon numéro de téléphone. Ils ont mon nom et ma commande, parce que je commande pour ainsi dire toujours la même chose. Et ils disent, je dis, la commande de là-haut, ah oui, d'accord, ok. Mais s'ils veulent me contacter pour me proposer quelque chose, un event ou quoi, ils ne savent pas. Ouais. Ils n'ont pas mon adresse email. Et j'ai la même chose avec un restaurant italien du côté de Gerpine. Et on peut faire le lien avec si le restaurant il a ton numéro de téléphone avec ton prénom encodé dans son répertoire. Quand tu appelles, c'est pas oui, Bonjour, allô, monsieur Delao. c'est bonjour monsieur Delao. Ouais. Et là, ça fait partie de l'expérience client. Absolument. C'est appréciable quand même. Tu as beau dire ce que tu veux, Oui. tu flattes l'ego de la personne. Mais ils ne le c'est font pas. appréciable. Voilà. Ils ne le font pas, alors que le gros du travail, c'est quand même de créer une liste de contacts, une liste de prospects et ou de clients. Et ça, c'est un actif C'est un extraordinaire. actif, Mais ils n'en ont cure parce qu'ils ne savent pas. Parce Ça fait que partie de eux, ton fonds de commerce. leur focalisation, c'est sur, j'imagine, leur cuisine. Ok, heureusement pour nous. Mais ça ne suffit pas. Alors, le troisième levier, c'est quand je convertis le prospect en client. Donc, on a démarré avec le trafic, donc des suspects. On enchaîne avec l'opt-in, donc des prospects.
on va vers la conversion, troisième levée de profit, et là on a un client, et puis ce client, donc, il faut lui faire une offre irrésistible, bien sûr. Chez nous, l'offre, idéalement, elle est star, elle n'est pas que irrésistible. Elle est star, ce qui veut dire qu'elle est facile à délivrer, qu'elle est irrésistible et qu'elle est extrêmement rentable. Facile à délivrer, parenthèse, c'est soit que j'adore ça, moi quand je forme, je kiffe tellement que pour moi c'est facile à délivrer, ou alors j'ai automatisé le processus, tout ça est fait de manière informatisée par exemple, et donc je ne dois pas m'en préoccuper, c'est facile, ou j'ai délégué à une équipe qui s'en charge à merveille, c'est encore facile. Bref, je fais cette offre, je le convertis en client, très bien. Est-ce que je peux lui proposer des produits annexes, connexes, du cross-selling, de l'upselling, du downselling? Est-ce que je peux faire ça pour augmenter le panier moyen? Est-ce que je peux augmenter le prix? Ce sont deux autres leviers. Est-ce que je peux augmenter sa fréquence d'achat? Qu'est-ce que j'ai pour ça? Est-ce que j'ai une carte de fidélité? Je sais, c'est basique, mais ça fonctionne encore. J'ai une carte de fidélité à la pharmacie de Merble-Château. Mais je ne change pas de pharmacie. Évidemment, je les connais depuis des années, mais C'est un exemple. mais c'est tout simple. Ça ne doit pas. C'est pas parce qu'on est en 2023 qu'il faut nécessairement des idées de ouf. Parfois, les idées plus simples fonctionnent extraordinairement. Et puis, dernier levier, c'est la marge. Comment je vais négocier avec certains fournisseurs pour réduire mes prix de revient. Là, les conseils que je peux donner, mais c'est pas moi qui les donne. Celui qui les donne, c'est celui qui a créé le modèle des 7 leviers de profit. Premier conseil, travailler par exemple chaque lundi sur un levier. Premier lundi, je travaille sur le trafic. Lundi suivant, je travaille sur l'opt-in. Et bien sûr, je mesure mes résultats, puisqu'on a dit qu'on devrait en parler, de la mesure des résultats. Et deuxième conseil, cueillez les fruits les plus bas. Donc, ne cherchez pas à être complètement dingue dans vos stratégies. Faites les choses qui sont efficientes. Et parfois, ça ne sert à rien. C'est un peu comme si tu regardes une scène d'escrime dans un film. Mettons, tu vas voir les 3 mousquetaires, ça va être des beaux gestes, etc. Mais si tu regardes les Jeux Olympiques, tu vois quasiment rien. Ça va extrêmement vite. C'est super efficace, en fait. Tu vois, on ne cherche pas à ornementer. Mais pareil ici, les fruits les plus bas, ceux qui coûtent le moins d'efforts. Et si vous actionnez ces différents leviers en même temps ou quasi, la croissance est presque assurée. Alors bien sûr, sous réserve que vous soyez un bon gestionnaire et que vous ne fassiez pas n'importe quoi avec vos clients, ça c'est évident. Mais c'est vraiment un outil qui est magistral. Je suis très frustré parce que quand je l'explique à la Eagle Academy, j'ai l'impression que ça passe au-dessus de la tête d'à peu près tout le monde. Pourtant, il aide les entreprises qui ne fonctionnent pas bien à fonctionner et celles qui fonctionnent bien à être vraiment des entreprises qui cartonnent. Et c'est tellement, c'est pas si compliqué que ça à mettre en pratique finalement. Et ça part d'une logique. Ah ben non, ce qui est logique pour moi n'est pas logique pour toi, mais ça part d'un principe simple. Comme tu l'as dit, voilà, l'opt-in, donc comment je peux faire plus de trafic, comment je peux attirer plus de monde avec la publicité, en distribuant des tracts pour ceux qui ont des commerces physiques. Des flyers dans les boîtes à lettres. Voilà, peu importe, comment je peux attirer plus de monde et ou sur mon site internet, ou dans ma boutique, ou dans mon restaurant, peu importe. 1. 2, tu as dit comment je vais faire de l'opt-in, donc autrement dit, comment je vais pouvoir récolter les données, les coordonnées de la personne qui prend des renseignements chez moi. Elle n'est pas encore cliente à ce moment-là. Comment je vais prendre ces renseignements? Des formulaires sur des sites internet, mais encore une fois, il faut bien mettre ça dans une database et en faire quelque chose par après. D'accord? Ensuite, on va transformer justement ce fameux visiteur. On a fait du visite, on a pris les coordonnées. On va le transformer en client. Troisième effet du troisième levier. Et pour ça, il faut que l'offre soit irrésistible. Ouais, voilà. Oui, voilà. Donc faire l'offre irrésistible. Comme tu l'as dit, facile à délivrer, haute valeur ajoutée, etc., etc., etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le panier moyen. Le panier moyen. Comment augmenter le panier moyen? Donc, ce qu'on va appeler des upsells ou des downsells, autrement dit de la vente additionnelle. Je vais au restaurant, je prends une entrée, je prends un plat. Est-ce que vous voulez un dessert? Ou mieux, je vous conseille cette mousse au chocolat, c'est la recette de l'arrière-grand-mère du chef. Vous ne la trouverez qu'ici. Voilà. Mais il n'en reste que 2.
Voilà. Copywriting, effet de rareté, Ouais, des choses qui sont faciles, honnêtes, en plus authentiques, toujours. et qui permettent de vendre tellement plus. On se rappelle ici que le but d'un chef d'entreprise, d'un commerce, c'est quand même de gagner sa croûte et de faire du profit. Donc comment je peux le faire facilement? Et en plus en faisant plaisir aux clients finalement. Parce que la recette de la mousse au chocolat de Tantine ou de grand-mère, elle est bonne. Elle est Donc bonne. elle va nous faire plaisir, elle va nous envoyer de la dopamine. Mais donc voilà, comment je peux faire de la vente additionnelle? Pensez-y. Un exemple concret chez Vidéo Passion, tu nous appelles pour de la vidéo, on va te proposer de la photo. Ouais. Libre à toi d'accepter ou pas, mais au moins je te l'ai proposé. Après, on peut rentrer plus loin dans le détail, comment on va structurer les offres, mettre un leurre, 3 packages. Mais bon, là, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais Tu sais, tu on parles f- de resto. Moi, j'ai connu des restos qui, ne voyant pas leur dessert sortir, envoyaient un serveur avec des desserts sur un plateau pour bah que les oui. gens voient les Bien desserts. sûr. Et derrière, tu avais des commandes. Mais grave, au Portugal, parce que j'y allais souvent, il y a un restaurant qui s'appelle le Je ne sais quoi, sur l'avenue de la Libertad à Lisbonne. Ils viennent avec le plateau dessert. Tu veux pas de dessert, mais tu es obligé d'en prendre un. Ils te le mettent devant Dans le toi. nez. Tu vois, en plus, le dessert, il est beau souvent. Tu vois, Ouais. en fait, tu manges avec les yeux, c'est hyper appétissant, mais c'est mortel, ça fonctionne trop bien. Donc, on a compris, on a donc la vente additionnelle. Le prix qu'on peut augmenter aussi. Donc, ça permet d'augmenter le panier moyen. Oui, le prix, c'est encore autre chose. Ok. Et puis, tu as la fréquence d'achat. Hein. Comment, Voilà, comment je fais en sorte que mon client m'achète plus souvent? reviennent. Donc, comment Oui. tu vas le fidéliser en fait? Ouais. Donc, on va parler de la fidélisation. Tu l'as très Ouais. bien dit. Carte de fidélité, Programme. de l'emailing. De De l'emailing. l'emailing, tu fais de la relance, vu que tu as fait de l'opt-in. Oui. Tu fais de la relance par SMS, par email, peu importe. Donc, comment tu vas travailler en fait la rétention? Faire en sorte que ton client y revienne. Et puis enfin, comment tu vas faire en sorte que ton client devienne un vrai ambassadeur, fan de ta marque, de ton commerce, de ton établissement. Ça peut passer par tout un tas de stratégies également. Le parrainage. Tu parraines un client, Mhm. tu gagnes X. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme technique pour travailler en fait, pour transformer ton client en ambassadeur? Mais je pense que le mieux, et là je vais m'appuyer sur les concepts de mon ami David Brace, c'est d'avoir une marque qui précisément est comme ce qu'il appelle une belle marque. Et qu'est-ce que David entend par belle marque? C'est une marque qui est émotionnellement connectée à son client. Et ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que quand tu as une belle marque, le client te pardonne même tes erreurs. Un peu comme quand tu es fan d'un artiste, tu vas lui pardonner un album moins bon, ou, tu vois, ou un livre un peu moins bon. Donc tu le transformes en fan. Parce que quand tu le transformes en... Quand tu lui proposes du parrainage, tu es sur ce qu'on appelle de la motivation extrinsèque. C'est-à-dire qu'il voit son avantage, son bénéfice immédiat en monnaie sonnante et trébuchante. Je vais parrainer, je vais avoir une commission. C'est bien, mais quand la motivation est intrinsèque, c'est pas mal non plus. Imagine que je te renseigne ce fameux resto à Binge, sushi, que j'adore, qui ne se préoccupe pas de moi si je ne le rachète pas, mais c'est pas grave. Je te le renseigne, tu y vas, et puis tu me dis, waouh, on a mangé, c'était délicieux, on va retourner. Mais ça va me procurer de la dopamine. Et j'ai pas besoin qu'il me donne de l'argent. Je suis déjà très heureux de ça. C'est important pour moi C'est ça. d'avoir pu te proposer ça. Ou comme je pourrais te dire, va voir tel film. Et tu me dis après, oh, c'était génial ce film. Donc la motivation intrinsèque est beaucoup plus puissante que la motivation extrinsèque. Mais ça ne vous interdit pas d'organiser des opérations de parrainage, bien entendu. Ouais. Tu as évoqué, on a parlé de David Brace, Oui. qui est une personne qu'on connaît en commun. Il parle de la belle marque Oui. et donc de la stratégie Maestro, c'est ça? Alors la stratégie maestro, c'est moi. Ah, c'est toi. En l'occurrence. Ok, voilà. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire sur la stratégie Maestro si tu estimes utile Oui, d'en parler? on peut en parler. D'abord, rappeler que nous sommes des nains sur des épaules de géants. En tout cas, en philosophie, c'est une expression qui est assez commune. On est des nains sur des épaules de géants. Donc, j'ai cité David, j'ai cité Sébastien le marketeur, j'aurais pu citer certains de mes professeurs de Solvay. Méfiez-vous donc quand vous faites appel à
à un business coach s'il ne cite personne. C'est un peu comme si j'écrivais une thèse de doctorat sans note en bas de page. Ça serait farfelu. Ça n'aurait aucune légitimité et fort heureusement. Donc ça, c'est important en prélude d'expliquer ça. Finalement, on crée sur base de choses qu'on a d'abord récoltées. Et moi, j'ai récolté énormément de matière de la part d'autres coachs. Et puis sur cette base-là, toi, tu viens, tu rajoutes ta petite touche. C'est presque rien, mais c'est ça déjà. Ce que j'ai pris de David, c'est la belle marque. Alors, j'ai étoffé, bien sûr, j'ai étoffé, notamment en lisant un livre sur l'entreprise Zappos de Tony Hsieh. Ben, ça a été revendu à Amazon et j'ai compris qu'une belle marque, c'est pas seulement un logo et des couleurs, c'est d'abord un ADN, des valeurs. C'est un peu comme si on disait qu'une voiture, c'est une couleur. Non, c'est un châssis, c'est un moteur. La couleur peut être merdique, mais si le châssis et le moteur sont bons, tu auras quand même des performances. Donc la belle marque, c'est ça. C'est en gros quand tu as une griffe, une patte à un univers. Là, j'emprunte ça au monde artistique. Tu peux avoir des chanteurs qui ont des belles voix, il y en a 13 à la douzaine. Sincèrement, il y en a 13 à la douzaine. Des chanteurs qui ont des choses à raconter et qui ont un univers, tout de suite, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Alors les premiers, tu les retrouveras dans des comédies musicales où ils feront des reprises, et puis très vite ils s'éteindront. Les autres, ils dureront des années. Un Alain Souchon a un univers. Il n'a pas une voix de ouf, mais il a un univers. Le A, c'est l'avatar. L'avatar, donc maestro, pour le dire clairement, c'est comment je vais opérationnaliser une stratégie. Le A, c'est l'avatar, à qui je m'adresse. C'est qui ma cible, autrement dit mon client idéal. Le E, on vient de la mentionner, c'est l'expérience inoubliable que je fais vivre au dit avatar. Et le S, c'est emprunté à la stratégie Océan Bleu qu'on n'a pas mentionné ici. À mon avis, on ne pourra pas le faire aujourd'hui. Mais la stratégie Océan Bleu, pour le dire très, très, très platement et un peu trop brièvement, c'est quand je parviens à m'adresser à des non-clients, à des gens à qui personne ne s'adresse. Donc, je n'ai pas de concurrence puisque personne ne prend la peine de s'intéresser à leurs besoins. Et dans la stratégie Océan Bleu, on va élaborer ce que moi j'appelle un système, un mécanisme unique. Si je vais au Quick, le Giant, il n'y a que là que je peux l'avoir. La recette unique du Quick, enfin toutes leurs recettes sont des recettes uniques, comme celle du McDo. Et vous, quelle est votre recette unique? Quel est votre mécanisme unique? Qu'est-ce qui fait que vous obtenez les résultats? Toi, chez Pixel Passion, tu as certainement une recette qui n'appartient qu'à toi, une façon qui n'appartient qu'à toi de travailler. Ben nous, Maestro est notre mécanisme, tu vois. Le T, c'est le T de tunnel de vente, parce qu'évidemment, sans tunnel de vente, c'est très compliqué d'être performant. Le tunnel de vente, qu'on peut aussi appeler entonnoir, ça serait même plus juste de dire entonnoir. Et puis le R, c'est les réseaux, pas seulement réseaux sociaux virtuels, mais aussi réels. Si vous appartenez au BNI, à Bao, Bouche à Oreille, au Break to Bees, c'est important de se dire, je ne peux pas réussir tout seul. Si Sapiens a survécu, si Sapiens domine le monde comme il a dominé le monde comme il l'a fait, c'est parce qu'il a coopéré. Et donc, si vous voulez être seul, je sais qu'on dit seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Bivesée, ineptie, seul on va moins vite, seul on va moins loin. Donc, est-ce que vous pouvez nouer des partenariats? C'est aussi un bon moyen d'aller chercher rapidement des clients nouveaux. Et le haut de Maestro, c'est la fameuse offre Star, j'ai dit, facile à délivrer, irrésistible et extrêmement rentable. Rien que ces trois critères, quand je reçois des gens en formation, la plupart, ils ne passent pas le filtre. La plupart ne passent pas le filtre du haut. C'est fou, hein? Et donc, quand vous avez une stratégie maestro dûment établie, a priori, vous avez tous les ingrédients d'un succès assez spectaculaire. C'est déjà pas mal, hein? Ouais. Eh bien, pas mal d'astuces, pas mal de conseils. En tout cas, tu vois, c'est de la haute valeur ajoutée, en tout cas pour celui qui arrivera à l'écouter d'une bonne oreille et à pouvoir mettre en pratique ce qu'il va entendre si ce n'est pas déjà fait dans sa boîte. Tout à l'heure, on a parlé de la mesure. Oui. La mesure aussi,
on remarque souvent, c'est quelque chose qui n'est pas assez exploité par les chefs d'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la mesure, les KPI? Comment tu veux aborder le sujet? Oui, bon, pourquoi déjà? Parce que le Pourquoi? chef d'entreprise, il est préoccupé par l'urgence. Ce qui est important, il distingue difficilement le plus souvent l'urgence de l'importance et se focalise sur l'immédiateté de l'urgence. Et, et mesurer, c'est rarement une urgence. Pour cela, je propose, puisque tu m'y avais invité, d'utiliser la métaphore. Moi, il y a des années, quand j'étais gamin, j'avais 14 ans, avec mon père, pas très loin d'ici d'ailleurs, on a pris des cours de pilotage donc pour apprendre à piloter des petits avions, des Cessna, ce genre de choses. Et quand tu commences, tu fais ce qu'on appelle du VFR, c'est-à-dire du vol à vue. Autrement dit, il faut que le ciel soit dégagé, parce que si le ciel n'est pas dégagé, tu ne peux pas suivre un cours d'eau, tu ne peux pas suivre une route. Et quand tu voles bien à vue, tu passes au vol aux instruments. On parle alors de l'IFR, vol aux instruments. Mais tu peux voler aux instruments quand le ciel n'est pas dégagé. Tu ne peux pas voler à vue si le ciel n'est pas dégagé. Mon constat, c'est que la plupart des entrepreneurs, ils volent à vue dans un ciel qui jamais n'est dégagé. Autrement dit, ils prennent des risques en permanence. Il y a peut-être toujours déjà une montagne derrière la brume, mais ils ne le savent pas parce qu'ils ne mesurent pas. Ils ne mesurent pas, donc j'ai connu des entreprises qui ne savaient même pas si elles réalisaient du profit ou des pertes. Sans compter la confusion classique entre chiffre d'affaires et résultats et profit. Et donc, si vous voulez réussir, vous devez devenir le champion des chiffres. Pourquoi? Parce que on constate que les chefs d'entreprise qui connaissent des succès vraiment hors de la norme, il y a plusieurs traits qui les distinguent de tous les autres. Et parmi ces traits, on en a cité un qui est l'état d'esprit, growth, un mindset en expansion. 2, ils sont, je vais le dire en anglais, puis je vais le dire en français, data-driven. Autrement dit, ils prennent leurs décisions sur base de données les plus objectives possibles. Donc idéalement, quand c'est possible, des chiffres. Et 3, ils connaissent bien l'humain. Tu vois, ces 3 conditions. Réfléchis aux entrepreneurs qui sont autour de toi, combien ont un mindset en expansion, combien prennent des décisions sur base de chiffres plutôt que sur base d'émotions, combien connaissent bien l'être humain. C'est-à-dire, ont des outils pour bien connaître l'être humain. Quasiment personne. Ouais. Quasiment personne. Or, tout ça s'apprend. C'est ça qui est magnifique. C'est que tout s'apprend. Tu peux apprendre à booster ton mindset, à aller vers un mindset fixe, vers un mindset en croissance. Tu peux apprendre. Moi, je ne suis pas un homme de chiffres. J'ai une bonne intuition des chiffres, mais je ne suis pas un homme de chiffres. Donc, qu'est-ce que je fais? Ces aspects-là, je les délègue, mais je les délègue au point où, aujourd'hui, quand on termine un programme, au centime près, on sait ce qu'on a gagné. Au centime près. C'est parce qu'on a des chiffres qu'on peut dire, pour remplir une salle de conférence, on doit commencer 6 semaines plus tôt. 5 semaines, c'est mort. Je peux le dire parce qu'on l'a fait des dizaines de fois et qu'on tient des chiffres de tout. Et c'est parce qu'on mesure qu'on peut améliorer, parce qu'on est dans une itération permanente, essai, erreur, correction, essai, erreur, correction. Mais si on ne tenait pas les chiffres, on devrait toujours déjà réinventer la roue, on serait dans l'intuition pure et on n'arrêterait pas de se planter en fait. Donc il n'y aurait aucune possibilité d'escalader les marches. Et c'est encore une fois totalement fou de voir à quel point bon nombre, et encore une fois, c'est pas tout le monde, mais bon nombre, et j'en ai fait partie également, ne mesurent pas, en fait. Allez, aujourd'hui, encore une fois, pour reprendre l'exemple dans Pixel Passion, on est hanté, on a cette hantise de mesurer combien coûte un prospect à un client. Ouais. Quel est son taux de transformation pour savoir combien coûte un client. Combien de dépenses publicitaires on doit faire pour obtenir un client. Combien d'entreprises ne connaissent pas leur panier moyen? Beaucoup. Quel est ton panier moyen? Combien les clients dépensent en moyenne chez toi? Pas à peu près, exactement. C'est comme s'ils voulaient faire une recette et qu'ils ne savaient pas. C'est à peu près. Et voilà, plus ou moins. C'est toujours plus ça ou va moins. être bon, on verra. On verra. Plus ou moins. Voilà. Et donc,
Quel est mon panier moyen? Je ne le sais pas. Oui. Je sais juste mon chiffre d'affaires. Et plus ou moins si j'ai gagné ou si j'ai perdu. Mais combien exactement? Mais alors à quoi ça sert? Ça sert à pouvoir prendre des bonnes décisions stratégiques. Parce qu'à quoi ça sert de mesurer? Déjà de savoir ce que tu fais, si ce que tu fais c'est bon ou pas bon. Et de, comme je viens de le dire, de prendre des décisions stratégiques. Si je sais que je dois dépenser 100 euros, si je dois dépenser 10 euros pour obtenir une demande d'offre, et que je convertis une demande sur 10, il faut que je dépense donc 100 euros pour obtenir un client, c'est juste. Donc, si je sais que tous les 100 euros, je fais un client et qu'un client me rapporte 1000, mais c'est facile après de pouvoir prendre des décisions. Et après, je dois savoir aussi combien de salariés j'ai besoin pour pouvoir délivrer et servir ce client. Et anticiper Donc les embauches, le voilà. recrutement. Si je vais mettre 10 000 euros de publicité, je vais recevoir énormément de demandes et donc je vais faire beaucoup de clients. Est-ce que mon équipe va être en capacité de pouvoir délivrer et donc de ne pas décevoir? Parce que si tu vas dans une salle de spectacle et que tu attends énormément de temps pour prendre un verre et que le concert reprend et que tu n'as pas encore été servi, il y a eu un problème de calcul quelque part. Ah, il n'y a pas eu de calcul du tout. Mais il n'y a pas de calcul du tout. Donc voilà à quoi ça sert aujourd'hui de mesurer. Et ce n'est pas non plus très compliqué de pouvoir mesurer. Mais pourquoi les gens et les entrepreneurs ne le font pas? Parce qu'ils n'ont pas, souvent, ils n'ont pas le temps. Mais ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Ils ne pensent pas que c'est si important que ça. Mhm. Et ils sont tellement englués dans le quotidien et dans l'opérationnel, à des tâches à 10 ou 100 euros de l'heure, parce qu'à la Eagle Academy, on a les tâches à 10, 100 000, 10 000. Ils sont tellement englués dans ces tâches-là que les KPI, donc les KPI, c'est Key Performance Indicators, ça passe au second plan. Ouais. Tu viens d'évoquer quelque chose qui sonne en moi, c'est ces fameuses tâches. Les tâches à 10 euros de l'heure, les tâches à 100 euros de l'heure, 1000, 10 000, 100 000, etc. Oui. Alors, c'est une métaphore. Voilà, c'est une métaphore, c'est une manière d'expliquer les choses. Je vais te laisser expliquer ce que c'est. Moi, je vais juste reprendre une anecdote de mon côté. C'est qu'à l'époque, quand j'avais l'agence, on faisait par exemple du lettrage. Tu sais, des lettrages sur les vitrines. Donc, on allait mettre des stickers, des logos, etc. sur des vitrines de commerce, etc. Avant de pouvoir remettre un devis pour faire un lettrage, il fallait prendre les mesures. Tu vois, il fallait savoir combien le lettrage va mesurer pour pouvoir calculer mon prix au mètre carré et faire un devis. Et en fait, ce lettrage, cette mesure, j'allais le faire moi. Donc je quittais mon bureau, je prenais ma voiture, j'allais donc à l'enseigne, chez le commerçant, dans l'entreprise, peu importe, je prenais les mesures, je faisais des photos, je prenais le briefing de ce que le client souhaitait, je rentrais au bureau, je retransmettais cette information à un graphiste qui derrière allait faire le projet, etc. Mais moi, avant ça, j'allais faire le devis. Et en fait, quand tu m'as expliqué ces différentes valeurs ajoutées, je me suis pris une claque parce que je me suis dit, mais en fait, sans préjugés, sans préjudice, je ne sais pas comment je peux expliquer, mais en fait, je peux transmettre cette tâche à une personne qu'on va payer, entre guillemets, métaphore, 10 euros de l'heure. Le problème, c'est que pendant que je prends ma voiture, je vais là-bas, je fais ça, je reviens, ça a pris 2 heures, 2h30. T'as rien fait d'autre. C'est 2h30 dans lesquelles j'ai rien fait d'autre et donc j'ai pas pu travailler sur la stratégie, sur les chiffres, sur prendre des décisions stratégiques sur mon entreprise. Et donc, c'est ça les fameuses tâches entre guillemets à 10 euros de l'heure qu'on peut déléguer ou transmettre à une personne qu'on paie 10 euros de l'heure entre guillemets pour se concentrer sur des tâches à 100 000, 10 000, 100 000 euros de l'heure. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Déjà, je vais redire l'expression des nains sur des épaules de géants. Ce n'est pas de moi, c'est de Perry Marshall que j'ai eu aussi l'occasion d'avoir pour formateur et coach à Chicago, la fois où j'ai rencontré Pauline. Ah, voilà. Et il est venu avec ce modèle que j'ai trouvé fascinant, après que j'ai même transposé, en montrant des matrioshkas. Ouais. 10 euros de l'heure, c'est des tâches, effectivement, qui... genre tu chipotes sur son site internet ou tu es en réunion, le plus souvent les réunions sont stériles, et là tu gagnes 10 euros de l'heure. C'est intéressant parce que tu peux te demander, tiens, je vais calculer combien j'ai gagné hier, gagné de nouveau entre guillemets. 100 euros de l'heure, par exemple, quand tu es dans la prestation pure, tu es globalement à 100 euros de l'heure. Or, dans nos contrées, on aurait tendance à penser qu'il faut prester, c'est là que je gagne des sous. Pas du tout. Je gagne des sous quand je
quand j'utilise un effet de levier. Archimède aurait dit, donnez-moi un levier assez grand et un point fixe, je soulèverai le monde. Ce qui devrait être votre obsession, comme c'est la mienne, je dis votre à l'audience, c'est l'effet de levier. Mais quand vous êtes en train de prester, il y a zéro effet de levier. Zéro. 1000, tu as un peu plus d'effet de levier. 1000, par exemple, tu sous-traites une tâche simple. Tu vois? Ou, on va dire 100, tu sous-traites une tâche simple. 1000, tu sous-traites une tâche complexe. 10 000, tu parles en public. Ou tu négocies un contrat Dans majeur. la caméra. Ou ce qu'on fait ici, par exemple, ça c'est du 10 000 € de l'heure. Et c'est intéressant de rester focalisé parce que justement c'est un élément, c'est un mot qu'on n'a pas encore prononcé et qui est clé. Le focus. Pour moi, le focus et l'effet de levier, c'est des notions qui sont prépondérantes. Ce que j'observe, c'est l'incapacité de la plupart des gens, et je ne parle pas que des entrepreneurs, à se focaliser sur la tâche qu'ils sont en train d'accomplir. Et donc, cette dispersion permanente fait qu'ils sont comme des pilotes de Formule 1 qui s'arrêteraient à chaque tour au stand. Tu ne peux pas accéder à des très hautes vitesses et tu ne peux jamais avoir la pole position. Ce n'est pas possible. Il faut à un moment donné que tu tournes plusieurs fois pour vraiment... Et ça, ils ne le font pas. Donc, ils pensent que quand ils sont interrompus par une notification, ils regardent, ça prend 3 secondes, ils pensent qu'ils ont perdu 3 secondes. Ce n'est pas vrai. Ils perdent beaucoup plus que ça. 18 minutes. Parce qu'il faut que le temps, que le cerveau... Donc, c'est épouvantable. Donc, le focus est vraiment un problème pour la plupart des gens. Et notre époque n'arrange rien parce que les notifications viennent de partout. L'effet de levier est un autre problème. Et ça va me permettre de dire, parce que ça, je n'ai pas eu l'occasion de le faire encore, de vous dire ce que je pense être la fonction numéro 1 du dirigeant. Et ce n'est pas intuitif. Pour moi, sa fonction, c'est de penser. C'est de penser. Alors, dans le monde, on aura tendance à dire réfléchir. Dans le monde des philosophes, on dira penser. Penser... construire une pensée, élaborer une pensée précise, une pensée ciselée implique de bien maîtriser l'art oratoire. Si je ne maîtrise pas les mots, je ne maîtrise pas la pensée. Et ça, c'est la compétence, à mon sens, numéro 1 du dirigeant. Pour autant, ce n'est pas ce qu'il fait. Comme il est perdu dans de l'opérationnel 15 heures par jour, il n'a pas le temps de penser. Pire, il pense que penser, c'est une perte de temps. Et j'ai un ami qui fut mon professeur et mon mentor à Solvay, qui me raconte, un jour il va, je crois que c'est à Amsterdam, et il arrive dans le bureau du patron de McKinsey, très grosse boîte de conseil, j'espère que je ne galvaude pas ses propos, et il voit un immense relax au milieu du bureau, il est interloqué, et le gars lui dit, vous en faites pas, c'est mon métier, hein, penser. Me mettre dans le relax et penser. Pour penser, il faut de l'espace. Il faut de l'espace, quand je dis de l'espace, il faut de l'espace-temps. Il faut un lieu propice où on n'est pas perturbé, on n'est pas pollué, et il faut du temps. Vous devez vous réserver cet espace-temps parce que c'est dans ces moments-là que vous êtes créatif, dans ces moments-là que vous élaborez des stratégies, dans ces moments-là que vous trouvez des voies de différenciation, mieux de disruption. Donc on évoque l'innovation. L'innovation, elle est à l'intérieur du système. L'innovation de rupture ou disruption, elle est à l'extérieur du système. Si j'invente des taxis plus modernes que les taxis, je suis dans l'innovation. Mais quand je crée Uber, je suis dans la disruption. La disruption, alors ça peut venir d'une expérience que je vis, mais en tout cas, si je veux être réellement performant, je dois me donner du temps pour penser. Eh ben, je pense que tout est bien dit. Je vais refaire une petite brèche sur le focus. Oui. Et je vais donner un petit tips que j'ai récemment mis en pratique et qui a littéralement tout changé en moi. Et franchement, je vous encourage vivement de le faire. En fait, il est prouvé que quand tu es concentré sur une tâche ou en train de penser, une notification... Tu vas recevoir une notification sur ton téléphone ou sur ton PC, peu importe. Il te faudra 18 minutes pour te remettre dans le bain et rattraper la même concentration. Mais Dieu sait qu'aujourd'hui, avec nos téléphones et toutes les notifications, rappelons-le, c'est la
le pire ennemi d'un entrepreneur ou d'une personne, c'est la notification. Qu'est-ce que j'ai fait? Sur mon téléphone, j'ai désactivé toutes les notifications de mon téléphone, sauf les appels évidemment. Donc je ne reçois plus aucune notif. Je dois déverrouiller mon téléphone et ouvrir chaque application pour Donc voir tu ce qui se passe. choisis le moment où tu y vas. Exactement. Eh ben, écoute, c'est incroyable. J'ai eu du mal, hein. Attention. Moi qui suis un grand fervent de mon téléphone, des réseaux sociaux, et je suis sans cesse dessus. Mais couper mes notifications Instagram, Facebook, email, WhatsApp, parce que WhatsApp c'est le pire. Dans nos 36 groupes, il y a toujours un message qui arrive, mais c'est chiant. Et le vibreur, j'ai désactivé le vibreur. Tu sais, j'avais des frissons quand j'entendais ce vibreur. Mais tu vois, aujourd'hui, je prends le dessus, je prends le contrôle. C'est moi qui décide. Ouais. Quand je prends mon Tu n'es téléphone, plus la marionnette. voilà, c'est moi qui décide quand je vais ouvrir telle ou telle application ou que je vais répondre à tel message. Et en fait, on se rend compte qu'on a des applications qui nous servent quasiment à rien, qu'on ouvre à peine une fois par an, mais qui t'envoient une notification 2 ou 3 fois par mois. C'est pas, tu vas dire, ouais, c'est rien, je retire. Mais non, c'est pas rien. Parce que quand tu la reçois, hop, t'es distrait. Et puis tu dois te remettre dedans. Et donc vraiment, j'encourage tout le monde à le faire, désactiver Et ces je plus sois. notifications. Et purée, qu'est-ce que Je ça fait du plus bien. La deuxième chose qu'il faudrait faire, et là je l'avoue, je n'ai pas encore passé le cap, c'est de mettre des limites de temps d'utilisation par application. Parce que tu sais, aujourd'hui, alors moi je consomme beaucoup forcément Instagram, TikTok, etc. Mais combien de temps je passe pas à scroller, à que ce soit en me réveillant ou en allant dormir ou peu importe dans la journée, je regarde les vidéos. Tu sais, aujourd'hui TikTok, ils ont rendu ce truc où c'est d'une facilité de consommation. Mais le problème, c'est combien de temps tu perds, combien de temps TikTok, Instagram, Facebook ne te volent pas du temps. Alors que le temps, c'est ce qu'on a de plus sacré. Mais ces applications volent ton temps, donc tu peux limiter le temps d'usage. Tu dis, voilà, moi, Instagram, c'est maximum Comme on le fait avec les enfants. Hein. 10 ou 15 minutes par jour. Exactement. Comme on le fait pour les enfants, on devrait le faire pour nous. Sauf qu'on n'arrive pas à le faire pour nous. Non. Mais j'encourage vraiment, et on parle de l'instant présent. En fait, quand tu désactives tout ça, et que tu es autour d'une table avec des amis, mais tu profites différemment du moment. Parce que tu n'es pas perturbé par quelqu'un qui va t'envoyer un message pour rien, en fait. Tu peux répondre après. Tu vois, si ce n'est pas urgent. Et tu peux mettre des contacts d'urgence. D'ailleurs, si je peux me permettre, j'évoquais les matrioshkas 10, 100, 1000, 10 000 euros de l'heure. Quand je dis j'ai transposé, un jour je me suis dit, mais ça peut fonctionner pour des unités de bonheur, des UB. Et je me suis dit, je vais décomposer ma journée, je vais voir durant ma journée à quel moment j'étais à 10 unités de bonheur, 100, 1000, 10 000. Et évidemment, l'idée, c'est d'en avoir le plus possible Bien en sûr. fin de journée. Et quand tu as identifié ce qui génère 10 000 unités de bonheur, bah, tu as tendance à aller plutôt chercher ces moments-là. Et clairement, 10 000 unités de bonheur, c'est pas en scrollant sur TikTok. Non, absolument Définitivement pas. Fabien, est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais bien parler, un sujet que tu aimerais bien évoquer, qui te tient à cœur, par rapport en phase avec tout ce qu'on vient de dire jusque maintenant, qui s'adresse à un chef d'entreprise qui est déjà en place, qui va commencer, qui veut le devenir? Il y a une thématique auquel j'ai pas pensé. Oui, enfin, Il y en a plein, tu vas me dire. oui, il y en a beaucoup. Tu sais, on a parlé du sens. On a parlé du sens. Moi, compte tenu de mes convictions philosophiques, je crois que le sens n'existe pas. On ne le cherche pas, on le crée. Et aujourd'hui, il y a quand même énormément de commentaires autour de cela. Donner du sens, trouver du sens. On parle d'altruisme, on parle de belles valeurs. Au final, de quoi se rend-on compte? Alors, ce que je pose comme constat est plutôt triste, je le dis d'emblée. Après, je rectifierai comme je peux le dire. De quoi se rend-on compte? C'est que les gens qui gouvernent le monde sont ceux qui gouvernent les grandes entreprises. Et ce sont des reptiles. Ce sont des gens d'une grande froideur qui peuvent afficher de la chaleur, mais qui le plus souvent, et c'est connu, hein, sont des psychopathes ou sociopathes. Parce qu'effectivement, ils sont data-driven. Ils réagissent pas avec leurs émotions, pas avec leurs tripes, peu.
Et donc, si vous, à votre tour, vous voulez dominer le monde, vous devez devenir comme ça. Mais enfin, on ne décrète pas qu'on devient comme ça. On l'est ou on ne l'est pas. Et donc, est-ce qu'on peut devenir un deuxième Elon Musk en étant gentil? Non. Non, on ne le peut pas. On ne le peut pas. Et ça, c'est un triste constat que j'ai fait quand vous affichez des qualités humaines, la générosité, la gentillesse, la compassion. J'aimerais vous dire que ça va vous aider dans votre business, mais je ne l'ai jamais vérifié. Jamais. Cela étant, et c'est comme ça que je vais contrebalancer ce propos qui n'est pas génial, qui n'est peut-être pas chouette à entendre, je ne changerai rien. Je continuerai d'être gentil, mais en étant peut-être plus cadrant. Je continuerai d'être généreux sans me faire marcher sur les pieds. Je continuerai de donner vie à des valeurs qui me sont chères. Et tant pis si la Eagle Academy ne domine pas le monde. Je préfère ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Euh, pour aller plus loin, pourquoi j'explique ça? Parce que quand on est entrepreneur, ça me fait penser au film Spider-Man, on a des responsabilités plus que d'autres, parce qu'on a une marge de manœuvre qui est plus grande que la plupart des gens. Je ne dis pas que tu n'en as pas quand tu es employé, mais quand tu es dirigeant d'entreprise, tu as un levier d'action qui est plus important. Et qui dit pouvoir, dit responsabilité. Et donc, on a aussi cette responsabilité-là. Alors, tu as parlé de vision, mission, valeur. Les entrepreneurs que j'ai cités, cette espèce de tête d'affiche, elles vont utiliser ces ressorts-là. Maintenant, je ne les connais pas personnellement, mais je ne suis pas du tout sûr que l'humain soit ce qui leur importe. Je ne suis pas sûr. Et je reviens à ce que je disais. Aimez les gens. Si vous n'aimez pas les gens, on ne peut rien pour vous, en fait. Ouais. Aimer les gens. Oui. Si vous aimez les gens, naturellement, vous aurez envie de leur offrir le meilleur service possible. Naturellement, vous chercherez l'expérience la plus inoubliable possible. Naturellement, vous vous couperez en 8, en 32 pour eux. Aimez les gens. Et j'ai envie de terminer avec une anecdote reçue d'Eben Pagan, qui fut l'un de mes mentors. Et il nous raconte qu'un jour, il croise Steve Jobs. Encore un qui, je crains, savait exactement où il allait et savait décapiter. Mais néanmoins, ce jour-là, il a eu des mots extraordinaires, lumineux. Il dit, voilà, je croise Steve Jobs à un événement, je ne peux pas ne pas lui parler. Donc, je m'approche de lui et la première question qui me vient, c'est hey, Steve, c'est formidable ce que vous faites chez Apple. C'est quoi le secret de votre succès? Et Steve Jobs prend un temps et puis il lui dit We care. Et il s'en va. We care. Bon, traduction pas aisée. On prend soin d'eux. On fait attention à. Et je me suis dit, mais tout est là. Si dans ton entreprise, chacun s'empare, non pas de we care, mais de I care about you, you, quand tu es mon partenaire de travail, mon collègue, puisqu'on est à la Eagle Academy ici, si I care about you quand tu es mon fournisseur, I care about you quand tu es mon client externe, si moi, je prends soin de toi, et si tout le monde prend soin de tous les autres, waouh! Ça serait différent. Alors, évidemment, c'est très bisounoursien comme message, mais on peut tendre vers ça. On peut toujours essayer de faire des efforts. Mais diable. Ouais. Écoute, c'est un très très bon conseil. En tout cas, merci beaucoup. On va clôturer ce très beau podcast et je t'en remercie infiniment. Merci à toi. Pour clôturer, Fabien, je vais te laisser à nouveau la parole. Tu dis ce que tu veux, tu imagines que tu parles à ton audience, à qui que tu veux, une personne en particulier, un groupe de personnes, aux aigles de la Eagle Academy, à des gens de l'extérieur, peu importe, tu dis ce que tu veux. Si tu avais une seule chose à dire pour clôturer ce podcast, tu dis ce que tu veux, qu'est-ce que tu pourrais dire, à qui, comment, et on clôturera comme ça ce très bel épisode. Ce que j'ai envie de dire à quiconque écoute un aigle, quelqu'un qui ne l'est pas, quelqu'un qui ne le sera jamais,
quelqu'un qui est entrepreneur, quelqu'un qui ne le sera jamais, c'est que la vie, c'est un art. Je réfléchis à ça récemment. Le premier des arts, c'est l'architecture. Imaginons que j'ai envie de construire une maison. Je ne suis pas architecte, je ne connais pas les codes, je ne sais pas comment on fait pour dessiner des plans. Je n'ai pas la moindre idée de ça. Donc si je voulais construire ma propre maison, je devrais d'abord entreprendre des études d'architecte. Et quand j'aurais compris les bases de l'architecture, je pourrais venir mettre ma patte artistique, mais tant que je n'aurais pas compris comment on fait pour construire une maison, je ne pourrais pas le faire. Et c'est vrai pour tout. Si je me lançais dans la peinture ou dans la sculpture, comme je pratique la chanson, il y a des règles à maîtriser. Picasso disait, il faut connaître les règles comme un pro et les casser comme un artiste. Et je songeais à ça, et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, la vie, c'est ça. Si je veux que ma vie soit une œuvre d'art, un joyau, je dois d'abord comprendre comment on fait. Et puis mettre ma petite touche artistique. Et tu disais tout à l'heure, je crois que c'était en off, le temps passe. Je pense que nous devons être, puisque tu t'adresses beaucoup à des artisans, les artisans d'une vie qui doit être, en tout cas, que nous devons viser comme extraordinaire. Ne pas tolérer qu'un seul instant ne soit pas extraordinaire. Ne pas tolérer qu'un seul instant ne soit pas à célébrer. Et pour ça, se poser la question, mais comment je me mets en danger, comment je me mets en abîme, comment en permanence je me challenge plutôt que de ronronner là où tout va bien, certes, mais là où je n'explore plus rien. Parce que finalement, on est au monde avec une conscience et c'est ce qui nous distingue de toutes les autres espèces. Mais est-ce que nous avons vraiment conscience que nous sommes finis? Je suis pas convaincu. Nous le savons. Mais est-ce que nous le savons avec notre chair, nos muscles, nos os? Je ne suis pas convaincu. Par contre, je suis de plus en plus convaincu qu'une vie, ça peut s'envisager comme une œuvre d'art et que nous en sommes les artistes. Et puis la question peut se poser, tiens, est-ce que ma vie, œuvre d'art, elle mériterait d'être dans un musée et que tout le monde vienne la voir? Ou bien, ma vie, c'est vraiment tellement n'importe quoi que si c'était dans un musée, ça serait dans une cave et que personne ne saurait jamais que ça existe. Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous. Envisagez votre vie comme ça et donc, fractal oblige. Fractal, c'est quand la petite partie est à l'image de la grande et vice-versa. Est-ce que je peux concocter chaque instant comme si j'allais le vivre éternellement? Ça, c'est très nietzschéen comme propos. Mais j'ai envie de vous laisser sur cette réflexion. Bah écoute, en tout cas, un tout grand merci. C'est très enrichissant, très intéressant. J'espère que ça plaira beaucoup à l'audience. N'hésitez pas, comme toujours, à mettre des petits pouces, à mettre des commentaires, à poser toutes vos questions. Une dernière chose, alors on mettra tous les liens de là où on peut retrouver Fabien, ses différents programmes de formation, ses différentes plateformes de réseaux sociaux. Fabien, il est essentiellement actif sur LinkedIn, il est essentiellement actif sur Facebook, tu me corriges si je me trompe. Oui. On peut aussi le retrouver avec des milliers de vidéos sur YouTube depuis de nombreuses années. Donc, tout sera mis en description. Et puis, je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast. Merci.